Bonsoir. Il y aura donc un après Fukushima comme il y a eu un après Tchernobyl. Après Tchernobyl, la filière nucléaire s'était un peu arrêtée avant de pouvoir redémarrer. Et après Fukushima, eh bien, les conséquences risquent d'être plus lourdes puisque des pays comme l'Allemagne, par exemple, parlent carrément de virage, de tournant dans leur politique énergétique. Alors que va-t-il se passer en France, le pays le plus nucléarisé au monde? Eh bien, pour essayer de le comprendre, de le sentir, nous avons choisi de nous installer ici dans cette centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et il est assez rare qu'on puisse faire une émission dans une centrale nucléaire. Nous allons bien sûr parler sécurité, sûreté, comme on dit dans le nucléaire, en se demandant si un Fukushima est possible en France, quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Blayais en 1999. Et puis nous allons parler aussi de l'âge des centrales, de leur renouvellement, de leur vétusté. Nous parlerons aussi de ce casse-tête industriel que représente la gestion à long terme des déchets nucléaires. Nous allons parler de tout ça et nous allons le faire avec des reportages puisque EDF nous a largement ouvert ses portes pour cette émission et c'est un changement, c'est peut-être un signe aussi de l'après Fukushima. Nucléaire, la catastrophe qui change tout, c'est donc le thème de ce 166e numéro de Complément d'enquête. Nos centrales sont-elles aussi sûres que le prétend EDF? Sur les bords de la Gironde, reportage au Blayais. Ici, pendant la tempête de 1999, on a frôlé l'accident nucléaire. Réacteur stoppé, centrale inondée, comment EDF a-t-elle géré la crise? De l'eau jusque-là. Oui. Pourquoi a-t-il fallu attendre une semaine pour apprendre la nouvelle? Je me souviens très bien, il m'a dit qu'il y a eu un risque de fusion du cœur nucléaire. Aujourd'hui, la population locale est-elle préparée au pire? Voilà mon petit livret, toujours sous la main. Alors les cachets, là, ils sont valables jusqu'en 2009. Alors on descend à 490 mètres de profondeur. Nous plongerons ensuite à la découverte des galeries qui vont devenir la plus dangereuse des poubelles de la planète. C'est ça qui garantit à long terme, c'est-à-dire sur des périodes de plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à un million d'années, la sûreté d'un stockage de déchets radioactifs. Enquête sur ces centrales qu'on ne sait pas démanteler et sur ces tonnes de déchets nucléaires qui vont rester mortels pendant des dizaines de milliers d'années. L'éolien, le solaire, un marché phénoménal, une alternative au nucléaire, du moins à l'étranger comme ici au Portugal. En France, entre partisans et opposants, le face-à-face est souvent brutal. Il y a écrit Plisson égale Kakafi. Bon, il y a une faute d'orthographe, mais enfin je crois qu'on a voulu dire Kadhafi. Voilà, donc je crois qu'on m'identifie au dictateur libyen. Vous découvrirez comment le lobby pro-nucléaire œuvre en coulisses pour enterrer les énergies renouvelables. Par jour, c'est 3-4 sociétés chez mes clients, enfin chez mes fournisseurs, qui arrêtent, qui coulent. Enfin, nous partirons au Japon avec Leiko. La mer et l'eau, je vous demande pardon. Avec la catastrophe de Fukushima, nous vous avons fait tant de mal. Elle vit en France depuis 20 ans et a décidé de retourner chez ses parents. Miraculés du tsunami, ils vivent à quelques dizaines de kilomètres de Fukushima. Si mes parents restent ici, moi je reste avec eux. Reportage sur ces Japonais qui s'organisent car ils n'ont plus confiance dans les autorités nucléaires et révélations sur les taux de contamination des aliments. Voilà, et pour évoquer tous ces sujets, eh bien, nous serons donc beaucoup dans cette centrale de Nogent-sur-Seine, avec vous notamment, Florent Vallier, vous êtes chef d'équipe, chef d'exploitation dans l'équipe 1, dans cette centrale, et là on est dans une salle de commandement. Alors c'est pas la salle qui commande un vrai réacteur, c'est une salle d'entraînement, parce que on n'a pas eu le droit d'aller dans la vraie salle de commandement, c'est trop sensible. On recevra des gens comme la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Cécile Duflot, comme le patron de toute la branche nucléaire chez EDF, mais j'ai voulu commencer avec vous, parce que vous êtes ici au quotidien dans ce genre de salle face à la bête, si je puis dire, de l'autre côté du réacteur. Vous le gérez, vous le sentez vivre. Qu'est-ce que ça fait de gérer un truc pareil? Alors mon travail, moi au quotidien, je suis responsable de l'exploitation en temps réel. Mon travail, mon job, c'est d'assurer la sûreté et la production d'électricité. Donc je ressens une certaine fierté. J'aime mon travail, j'aime avec les gars avec qui je suis, mon équipe. Enfin, je suis fier de travailler. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Fukushima, j'imagine. Oui. Hein, vous me disiez que vous travaillez quand ça s'est produit, vous en avez parlé entre vous. C'est quoi la première réaction? Parce qu'on se disait, bon, Tchernobyl, c'est en Russie, c'était archaïque, bon, ça n'a pas marché, ils ont fait des bêtises. Mais là, c'est le Japon.
Eh ben, je pense d'abord j'ai réagi en tant qu'être humain, ça m'a profondément touché, le drame qui leur est arrivé. Donc ce qu'on a surtout discuté dans l'équipe, c'était ça d'abord, dans un premier temps. Vous avez pensé aux hommes? Bah oui, aux hommes, mais pas l'incident nucléaire. J'ai pensé aussi au séisme, au tsunami et l'accident nucléaire. Donc c'est vrai que ça nous a touché, c'est la première chose qu'on a parlé, qu'on a discuté dans l'équipe. Après, en tant qu'exploitant nucléaire, aussi ça m'a touché en tant qu'exploitant nucléaire. Néanmoins, ce que je me disais, c'est que là encore, à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul et de retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on n'a pas la même technologie. J'ai pas assez de recul. Je peux vous parler, moi, de mon travail. Vous comprenez que les Français est un petit peu... Moi, ce que je pense plus d'inquiétude sur ces centrales qu'ils n'en avaient éventuellement hier. Je pense que c'est normal qu'il y ait des questions et on doit travailler là-dessus. Je pense que le retour d'expérience va faire qu'on va peut-être progresser sur certains sujets, je ne sais pas encore lesquels. On a toujours intégré, que ce soit Tchernobyl ou même des incidents mineurs ou anomalies en France, on a toujours retiré à vos retour d'expérience. Il y a eu beaucoup de conséquences de Tchernobyl en termes d'amélioration des centrales en France et on se doute évidemment, avec les décisions qui ont été prises notamment par Nicolas Sarkozy, qu'il y aura aussi des améliorations portées aux centrales en France en fonction du retour d'expérience, comme on dit, de ce qui s'est passé au Japon. Alors, on va quand même s'interroger sur le nucléaire pendant toute cette émission, sur ces centrales, est-ce qu'elles sont sûres? On sait qu'il y a grosso modo 750 déclarations d'incidents chaque année faites par EDF auprès d'autorités sur nucléaire. La plupart évidemment ne sont pas graves, 10% seulement sont répertoriés à l'échelle internationale des dangers et évidemment aucune n'est jamais allée au niveau 7 comme Tchernobyl ou comme Fukushima. Mais il y a quand même eu par exemple le Blayais en 99, niveau 2, centrale dans la Gironde, une nuit de tempête entre le 27 et le 28 décembre 99, la centrale inondée et là aussi des problèmes. Est-ce qu'on a frôlé vraiment la catastrophe? Est-ce qu'on a tiré tous les enseignements de cela? Eh bien, la première enquête est signée Clément Castex, Régis Maté et Max Pacro. « 50 km au nord de Bordeaux, la région de Blaye, ses marais, ses vignes, les célèbres côtes de Blaye et ses lignes à haute tension. Dans la brume électrique, voici la centrale nucléaire du Blayais. 4 réacteurs de 900 MW, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En pleine polémique sur la sécurité nucléaire, EDF nous a ouvert les portes du Blayais. Visite guidée avec Étienne Dutheil, le jeune directeur, très fier de son bébé. Alors ça, c'est la ligne 400 000 volts par laquelle est évacuée la production d'électricité de la centrale. Alors ça représente, l'année dernière, ça représentait 1,2 fois la consommation de la région Aquitaine, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour accéder à la partie nucléaire de la centrale, qu'on appelle la zone contrôlée, obligation de se doter d'un dosimètre qui mesure la radioactivité. Ensuite, pas question de rentrer avec ses vêtements. Le risque, c'est de ramener des poussières radioactives à la maison. Tu es obligé de faire ça chaque fois que tu rentres en zone. Alors, matin, midi et soir, ici, chacun se déshabille, même le directeur. Aujourd'hui, EDF se dévoile pour nous prouver la robustesse de ces centrales, pour montrer qu'on est très loin du Japon. Après plusieurs sas, combinaison officielle et casque de rigueur, entouré de son équipe de com, le directeur est concentré sur sa mission du jour. Là, on va rentrer dans ce qui est la partie nucléaire de l'installation. Montrer à la presse qu'ici, la priorité, c'est la sécurité, que tout est pensé. Donc le sol est revêtu d'une peinture qui est une peinture décontaminable, de telle sorte que tout puisse être facilement nettoyé. Si jamais on vous renversez de l'eau avec un peu de contamination sur le sol, il faut pouvoir le remettre en propreté très facilement. Au bout de ce couloir, le réacteur numéro 2. Derrière cette épaisse porte, près de 80 tonnes de matière radioactive en fission. C'est plus de 1000 fois la bombe A larguée sur Hiroshima. Ça, ce qui permet de rentrer dans le bâtiment du réacteur de la tranche 2 du Blayais. Donc là, il est fermé, puisque la tranche est en production. Tout le système est complètement verrouillé. Et physiquement, vous ne pouvez pas manœuvrer la porte, parce qu'elle est condamnée mécaniquement, électriquement. La sûreté nucléaire, c'est faire en sorte que tout ce qui est là, à l'intérieur, ça fonctionne parfaitement bien et que ce soit parfaitement maîtrisé. À notre demande, EDF a accepté de nous ouvrir sa piscine, un endroit stratégique,
Pour y entrer, des consignes très strictes. Si vous avez un stylo, une poche fermée, des protections, on laisse sur la table qui se situe à l'entrée pour éviter tout petit objet dans la piscine. Ici, même les chewing-gums sont interdits, ils pourraient tomber dans l'eau. Dans une centrale, impossible d'être plus près de la matière. C'est dans ces casiers qu'on entrepose le combustible, neuf ou usagé. Le principe est toujours le même, hein. C'est un réservoir dans lequel vous avez une quantité d'eau importante qui permet à la fois de refroidir les éléments combustibles et puis de se protéger contre tous les risques liés au rayonnement ionisant, puisque l'eau absorbe les rayonnements ionisants. Donc là, on est complètement protégé du rayonnement issu des éléments combustibles par ce matelas de l'eau. Là, s'il n'y avait pas d'eau, il y aurait un problème. S'il n'y avait pas d'eau, on ne serait pas là. Comme à Fukushima, au fond du bassin, du MOX, à base de plutonium et d'uranium appauvri, un des mélanges les plus toxiques. Au Japon, une piscine comme celle-ci a connu de graves problèmes. Eau évaporée, combustible à nu, rejet radioactif dans l'air. Un scénario catastrophe que tout au long de la visite, le directeur va soigneusement éviter. Un jour, ici, là, ça peut ressembler à Fukushima, parce qu'il peut y avoir plus d'eau. Alors, le système de... Je ne ferai pas de parallèle parce que l'installation n'est pas la même, hein. Depuis l'origine, on a intégré nous des modifications pour être sûr qu'on garantit toujours des piscines en eau à la bonne température. Moins de risques qu'au Japon, c'est ça? Je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas l'installation au Japon. Ça m'est pas possible de faire un parallèle sur le plan technique. Ce que je peux vous dire, c'est que... Pas question de faire la comparaison. À la sortie de la piscine, un moyen supplémentaire d'appoint d'eau. Monsieur Dutheil nous montre un système de secours pour remplir le bassin au cas où l'eau n'arriverait plus. Qui améliore la sûreté de l'installation. Face à lui, un de ses employés va alors tenter un parallèle avec le Japon. Le directeur le coupe. Devant la caméra, interdiction d'évoquer le Japon. Il faut éviter de faire peur. Car la centrale du Blayais va fêter ses 30 ans. Problème, 30 ans, c'était sa durée de vie, prévue à l'origine. Dans quelques mois, des centaines de kilomètres de tuyaux, de soudure vont être sondés au cours d'un contrôle gigantesque, supervisé par un organisme indépendant. Là, le gouvernement décidera ou pas de prolonger la centrale. Pour le directeur, c'est tout vu. La centrale va fêter ses 30 ans. Est-ce qu'elle va fermer? Non. Non, parce que c'est une centrale qui est sûre. C'est une centrale qui a été constamment modernisée depuis son démarrage, avec l'ajout de nouveaux matériels pour la rendre toujours plus sûre. La sûreté, c'est notre première priorité. Donc c'est une centrale sûre qui va fonctionner au-delà de 30 ans, 40 ans et j'espère au-delà de 40 ans. Un directeur sûr de lui. Pourtant, le Blayais a déjà connu de sérieux tracas. La centrale borde l'estuaire de la Gironde, un fleuve censé garantir le refroidissement des réacteurs, la sécurité de la centrale, mais qui a failli causer sa perte. C'était en 1999, la tempête Martine ravageait la France, des vents jusqu'à 200 km/h, des millions d'arbres à terre et des vagues immenses. Au Blayais, ces vagues submergent la digue, des millions de litres d'eau envahissent le site, la centrale nucléaire est inondée, plusieurs mètres d'eau dans les sous-sols. Elle est même coupée du monde façon Mont-Saint-Michel, 2 pompes de refroidissement HS, les 4 réacteurs arrêtés, de faux airs de Fukushima. À l'époque, pour la presse, on est passé très près de l'accident majeur. C'est ce que pense aussi Patrice Lapouge. Militant écolo, il est membre de l'association Tchernobyl. Il réclame la fermeture de la centrale du Blayais. On se met dehors. C'est que l'homme habite juste à côté. Elle est où la centrale là? Là, elle est là. On est dans les vents nord-ouest. Donc quand les vents nord-ouest soufflent, je dis tiens, peut-être qu'on est dans le tritium. Bon, mais ça, c'est la carte de France. Patrice se souvient de cette nuit de décembre 99, l'inondation du Blayais. À l'époque, heureusement, le coefficient de marée était bas. Donc, la tempête Martine, avec des vents à plus de 200 km/h, on voit 190 km/h à l'île d'Oléron, la centrale qui a pris l'eau cette nuit-là. Et Dieu merci, les coefficients étaient petits. C'était un coefficient.
ça veut dire que les eaux étaient basses. Donc malgré que les eaux soient basses et que le coefficient donc était petit, l'eau est passée par-dessus et est rentrée dans la centrale. Donc imaginons l'inverse. Noyé, c'est comme ça que va finir la centrale, Patrice en est sûr. Il y a la mer, mais il y a aussi un autre danger, ces fleuves et rivières qui convergent tous vers l'estuaire. On le voit ici, cet immense bassin versant, avec région montagneuse, les Pyrénées, avec l'Ariège, la Garonne qui prend sa source là-haut. Là, c'est haute montagne, il peut y avoir une année d'enneigement exceptionnelle, et puis suivi au mois d'avril, une semaine de pluie intense sur le sud de la France. Toutes ces eaux-là vont arriver directement et très rapidement dans l'estuaire. Voilà, on est juste à la sortie de l'entonnoir. Et à la sortie de l'entonnoir, il y a la centrale. Il y a la centrale, voilà. Et ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'un jour ils sont sous l'eau. C'est évident. Les gens qui ont construit une centrale à cet endroit ont refusé de voir la vérité en face. Il faut croire qu'il n'y aura pas d'attentat, qu'on ne sera pas en guerre. Il y a 70 ans, on était encore en guerre en France, que je sache. Qu'il n'y aura pas d'événements climatiques exceptionnels, de froid, de pluie intensive, d'ouragans, comme on a eu quand même 3 ouragans ces dernières années. C'est une croyance. Qu'il n'y aura pas de tsunami. Il y a une faille au large de l'Atlantique, une faille qui est active, bien sûr. Donc il faut croire que tout ça ira bien. Le nucléaire tourne bien tant que tout va bien. Situation exceptionnelle, tout s'échappe. C'est ce qui se passe à Fukushima actuellement, tout simplement. Comme à Fukushima, au Blayais, les hommes peuvent-ils eux aussi perdre le contrôle de la centrale? Comment ont-ils géré l'incident de 1999, le plus grave survenu en France depuis 30 ans? Que s'est-il réellement passé? Retour au cœur de la centrale. Voici la réplique de la salle de commande, le simulateur où les ingénieurs s'entraînent. EDF a accepté que l'équipe de l'époque nous rejoue la tempête sous forme d'exercice. On va lancer la panne. 27 décembre 99, fin d'après-midi, le vent est violent. Des tôles volent sur le site et dehors, des câbles haute tension se touchent. On a dû avoir un défaut réseau liné. Une micro-coupure, pour l'instant rien de grave. On acquitte les alarmes. Tout est prévu. Des procédures précises régissent chaque geste à effectuer, mais les ennuis ne font que commencer. 21h, les lignes qui alimentent la centrale en électricité lâchent. Automatiquement, les réacteurs se coupent. Des groupes électrogènes rétablissent le courant, mais la centrale ne produit plus d'énergie. Les réacteurs qui s'arrêtent, c'est pas très bon. Elles sont conçues pour. La conception est faite de sorte qu'elles puissent s'arrêter de manière automatique sur un défaut, justement pour mettre l'état du réacteur dans le plus sûr possible. Sauf qu'un réacteur arrêté, ça chauffe beaucoup. Il est donc nécessaire de le refroidir. Problème, c'est là que les vagues se mettent à déferler sur la centrale et que des millions de litres d'eau viennent noyer les sous-sols. Et dans ces sous-sols, la centrale abrite certains de ses organes vitaux. Cette pompe prélève l'eau fraîche de la Gironde pour refroidir les réacteurs à l'arrêt et éviter la fusion. À l'époque, elle est hors d'usage, comme à Fukushima, sous l'eau. De l'eau jusque-là. Oui. Donc la pompe était déclarée indisponible. C'est grave? On avait 2 pompes indisponibles. On en a besoin une seule pour faire la fonction, et on en avait encore une en réserve. Donc on avait 2 pompes en réserve, 2 pompes HS. On a frôlé le pire ou pas? Vous n'avez pas frôlé le pire puisque vous n'avez jamais perdu les moyens de refroidissement de l'installation. L'installation a été arrêtée normalement avec les matériels qui servent à l'arrêter. Et donc c'était un arrêt, vous avez vu tout à l'heure, il a été géré par les procédures normales avec les moyens normaux. L'image, c'est la voiture dont les freins fonctionnent. Par contre, vous avez l'airbag qui est en panne. Donc c'est ce qui s'est passé en 99. Donc elle s'est arrêtée normalement, puis il n'y a plus d'airbag. Une situation maîtrisée avant l'accident grave, finalement classée niveau 2 sur une échelle de 7. Pas de rejet toxique, mais une centrale nucléaire inondée, ça n'était jamais arrivé. Pourtant, sous les yeux du directeur, l'équipe le jure, à l'époque, pas de panique. On attend le retour pour voir un petit peu ce qui se passe. Très franchement, est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur? Non. Non. Nous, ici, sur le site, on avait de l'eau, on avait de l'électricité, on avait du chauffage. À la limite, on avait des conditions de vie qui étaient bien meilleures qu'à la maison, quoi. En termes de paradoxe, c'est sûr. En termes de paradoxe, on se sentait plus en sécurité à la centrale que chez nous. Chez nous, en plus. Oui. Trouver la quiétude dans une centrale nucléaire inondée, EDF comme une grande famille. Voici la digue submergée par les vagues. Depuis la tempête,
Elle a été surélevée et un mur anti-houle a été installé. En tout, par rapport à la hauteur de ce mur que vous voyez ici, on était 3,30 mètres plus bas. Parce que le mur par houle fait 2,30 mètres et la digue a été rehaussée de 1 mètre. En tout, jusqu'au niveau de la mer, il y a combien? Alors là, la hauteur de ce mur est à 8,50 mètres au-dessus du niveau zéro des cartes. Est-ce que c'est assez? Alors aujourd'hui, la digue telle qu'elle est construite, avec son mur par houle, nous protégerait avec une marge très importante d'un phénomène type tempête de 99. De gros travaux, mais effectués un peu tard et en traînant les pieds. En 1999, dans cette lettre envoyée à EDF un mois avant la tempête, le ministère de l'Industrie rappelle que cela fait 1 an déjà qu'il exige des travaux au niveau de la digue de protection. En cause, des risques d'inondation. Le ministère déplore qu'EDF ait choisi de repousser ces travaux. Ce qu'on reproche aussi à EDF, c'est son silence après l'inondation de la centrale. L'incident n'a été rendu public que 8 jours après les faits, grâce à ce journaliste de Sud-Ouest. À l'époque, il recueille les confidences d'un ingénieur de la sûreté nucléaire. J'ai un message sur mon répondeur. Il me dit j'ai quelque chose à vous dire sur la centrale du Blayais. Il s'est passé quelque chose de grave. Et ce serait effrayant que vous en parliez. Rappelez-moi. Je me souviens très bien. Il m'a dit il y a eu un risque de fusion du corps nucléaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'EDF a tenté de camoufler cet incident? Ils ont été bien contents, j'imagine, s'ils n'en avaient pas parlé. Si l'article n'était pas sorti, ça les aurait arrangé. EDF avait quand même signalé l'avarie en temps réel à la préfecture. Elle était à ce moment-là sur les dents, en pleine cellule de crise sur la tempête qui avait dévasté la Gironde. Ce coup de fil de la centrale a provoqué quelques frissons. On a peur, oui, quand même, il faut dire les choses. On n'a pas peur en termes d'être effrayé au point d'être paralysé, mais on craint que les choses puissent, compte tenu des centaines de problèmes que nous avons à résoudre, on craint qu'il peut se passer des choses qui nécessiteraient des mesures de prévention, de protection des populations. Au final, l'État n'a pas eu à intervenir car les capteurs, comme celui-ci, n'ont montré aucune contamination de l'air. Ceci est une sonde qui permet d'avoir le taux de radioactivité local. Depuis, la préfecture est sur le coup. Reste quelques bases à réviser. Vous savez où se trouve la centrale du Blayais, là? Alors, la centrale du Blayais se trouve de ce côté. En vrai, depuis 1999, la préfecture de Gironde prend le risque au sérieux. Il existe ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention qui prévoit le pire pour ceux qui jouxtent la centrale. Là, vous avez environ 1350 personnes sur le périmètre de 5 km et vous avez 23 000 personnes sur le périmètre plus large de 10 km. Les mesures sont de même nature en termes d'alerte. C'est d'abord des mesures de confinement de population. Il est important de savoir que le confinement, la protection dans une maison sans aération, donc une maison fermée, réduit de 75% le risque potentiel des éléments de rejet éventuellement suite à un accident. 25 000 personnes prévenues par radio, télé et mégaphone. D'abord, le confinement et si les doses sont trop fortes, l'évacuation. Sur place, les gens savent-ils ce qu'ils doivent faire? Voici Brault et Saint-Louis, la commune sur laquelle la centrale est installée. Ici, c'est à l'école qu'on apprend à se protéger d'un accident. Pour les plus grands, l'école, c'était il y a longtemps. S'il y a un problème à la centrale, est-ce que vous connaissez les règles d'évacuation, ce qu'il faut faire? Non. Non, On ne nous a pas... Non. Ah oui, quand tu l'apprends. Ben oui. Et ben en fait, il faut se mettre dans un endroit spécial si la centrale explose. Et puis ben ensuite, il faut attendre à la radio qui nous disent de prendre un médicament spécial et à ce moment-là, on doit le prendre. Un médicament spécial, en fait, les fameux comprimés d'iode, en théorie distribués à tous ici. Voici Madame Bezin, cette centrale, elle l'aime. Comme beaucoup de monde ici, Feu, son mari, y travaillait. Voilà. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Eh bien, ça fait 61 ans, monsieur, que j'habite ici. Je suis née dans cette maison. Voilà. Je vais vous montrer mes cachets. La tonique Madame Bezin était employée à la mairie.
elle connaît les consignes. Voilà mon petit livret, toujours sous la main. Voilà. Et alors là, j'ai mes cachets, maintenant. Que chaque personne doit avoir chez soi. Alors les cachets, là, ils sont valables jusqu'en 2009. 2009 Ils sont périmés. Ben oui, mais vous savez, j'ai beau voir ce cachet, vous croyez que ça va me garantir contre quelque chose? Est-ce que vous en êtes sûr? Moi, pas beaucoup. Alors. Comprimés d'iode, évacuation. À Bro et Saint-Louis, en fait, toutes ces mesures sont balayées par un certain fatalisme. Vous savez, si ça explose, croyez-vous, vous mourrez, moi je mourrai en même temps que vous. Faut pas se faire d'idée. Moi, j'habite pas à 10 Même km. à Paris, vous aurez des éclats, et vous aussi, n'ayez pas peur. Comme vous croyez que du Japon, on n'a pas quelques éclats? J'en doute. Ce que vous dites, si ça explose? Ben oui, on est tous partis, on est tous morts, faut pas rêver. Et vous savez, mourir aujourd'hui, mourir demain. Vous mieux mourir dans la richesse que dans la pauvreté. Pour moi, c'est mieux comme ça. Mourir dans la richesse, c'est que Bro et Saint-Louis est une ville franchement aisée. Bonjour. Monsieur Rigal tient le bar tabac de la commune. Il en est aussi le maire. Ici, c'est la centrale qui remplit les caisses de la ville. 2 minutes, je vais chercher ma voiture. Et qui permet à Bro et Saint-Louis, 1400 habitants, de s'offrir des équipements haut de gamme. Là, c'est l'aire dédié aux jeunes, un skatepark. Bordeaux n'avait pas son skatepark, que nous, on avait le nôtre déjà. C'est que c'est la centrale nucléaire qui a payé le skatepark? Non, c'est vrai? C'est vrai. EDF verse 60 millions d'euros par an de taxes professionnelles aux communes environnantes. Bro et Saint-Louis reçoit près de 1500 euros par habitant, un budget 5 fois plus gros qu'une ville équivalente. Mesdames, bonjour. La ville ne sait plus quoi faire de son argent. Cette piscine, c'est grâce à la centrale? Grâce à la centrale, bien sûr. Cette piscine génère par jour 1000 euros de déficit. S'il n'y avait pas la centrale, personne ne peut supporter un tel déficit. 60 agents municipaux, 3 cours de tennis, une médiathèque, voilà. Un stade. Stade avec piste. Voilà 30 ans que ça dure, depuis la construction du Blayais, la centrale, un mécène, mais aussi le plus gros employeur de la région, jusqu'à 1500 salariés, là où avant, il n'y avait rien. C'est vrai que tout ça sans la centrale, je vous dis tout ça, Bro avant la centrale, c'était 2% de la population qui était équipée en sanitaire dans les années 73. Aujourd'hui, ces 4 réacteurs font vivre nombre de foyers dans le coin. Bro et Saint-Louis est tellement fier de sa centrale que la ville l'a même intégrée à son blason, à côté des asperges. Il n'empêche, depuis Fukushima, les écolos ne désarment pas. Fin avril, ils ont prévu un pique-nique géant devant la centrale. En bord de Gironde, on retrouve Patrice Lapouge de l'association Tchernobyl. Pour lui, le nucléaire, un danger qui plane sur la région et sur l'humanité. Prétendre qu'on va dominer tout le temps en permanence un truc pareil, je crois que c'est Einstein qui disait qu'une centrale atomique, c'est ce que l'homme a inventé de plus puissant, de plus onéreux et de plus dangereux pour faire bouillir de l'eau. Admettons que ça durera 100 ans, l'ère nucléaire, pour 100 ans de confort, on a jeté l'humanité dans une course folle en hypothéquant l'avenir et en endettant les générations futures pour des sommes fabuleuses et faramineuses de gestion de déchets, etc. C'est quand même... ça tient pas la route pour moi, ça tient pas la route. Depuis le drame japonais, en France, les antinucléaires ont l'impression qu'on les écoute enfin, fini de ramer seuls, à contre-courant. Voilà, nous sommes maintenant dans la salle des machines de la centrale et cette cloison, ce mur qu'on voit derrière moi, eh bien, c'est le mur qui sépare du bâtiment réacteur. C'est là-bas que se trouve le réacteur nucléaire et les seuls tuyaux, les canalisations qui en sortent, eh bien, ce sont ces canalisations-ci, ce sont des canalisations qui transportent de la vapeur d'eau très très chaude. Parce qu'on oublie toujours quelque chose de très simple, c'est qu'un réacteur nucléaire ne produit pas de l'électricité en soi. Le réacteur, il produit de la chaleur. Et c'est cette chaleur après qui est transformée en vapeur et qui va après faire tourner ces fameuses turbines ici. Ces turbines, il y en a 4 en tout et pour tout, qui servent en fait à alimenter cette grande dynamo, ce grand alternateur. C'est cette machine verte que l'on voit ici. Il faut savoir qu'un alternateur comme celui-là produit 1300 MW et qu'il peut en fait
fournir en électricité toute la région Champagne-Ardenne, ou autrement dit, la ville de Paris. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. On va aller retrouver maintenant quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi, c'est le patron de toute la filière EDF du nucléaire. Bonjour Dominique Minière, merci de nous accueillir chez vous, ici sur le territoire de cette centrale. Vous dirigez toute la production nucléaire, c'est-à-dire tout le parc nucléaire d'EDF. Exactement. La haute main sur l'ensemble. Alors le bâtiment, la salle des machines où on était il y a une seconde, c'est ce bâtiment-là. Le courant sort ici par cette espèce d'énorme, je ne sais pas comment on appelle ça. Transformateur. Transformateur, et ça part sur les lignes à haute tension. Et derrière, c'est le fameux réacteur. Là-bas, c'est le fameux réacteur avec les diesels juste en dessous. Les diesels qui, à Fukushima, se sont noyés. Les fameux diesels. Et ont empêché donc le rafraîchissement, si je puis dire, le refroidissement de la centrale. Alors je vais donner 2-3 chiffres sur votre empire, si je puis dire, sur votre domaine. La filière, l'ensemble de la filière nucléaire en France, pays le plus nucléarisé au monde, compte tenu du nombre d'habitants. C'est 58 réacteurs et 19 centrales, c'est 80% des besoins en électricité fournis par le nucléaire, ou un peu moins au niveau national, c'est 16% des besoins énergétiques globaux fournis de cette façon-là. L'âge moyen des centrales, c'est 25 ans. Le coût de construction d'un réacteur, si on parle d'un réacteur neuf, c'est 5 milliards d'euros, par exemple pour l'EPR de Flamanville actuellement en construction, et puis le coût de remise à niveau pour prolonger les centrales de 10 ans, ce qui est en cours actuellement, c'est 600 millions d'euros par réacteur. C'est de ça qu'on parle. Ce sont les ordres de grandeur pour prolonger la durée de fonctionnement jusqu'à effectivement 60 ans. Alors je disais avant le sujet qu'il y a 750 incidents environ par an signalés à l'autorité de sûreté nucléaire. La plupart sont des incidents mineurs, mais ça fait quand même beaucoup. Notre objectif, c'est de tout déclarer. Tout déclarer parce que c'est autant d'éléments pour faire du retour d'expérience, pour améliorer encore nos centrales. Bon, 750, la plupart évidemment ne sont pas dans l'échelle de graduation des risques. Bon, on vient de voir le Blayais, mais ça veut dire que le risque zéro évidemment n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Bon, et on se dit, mais quand même, quand on joue entre guillemets, je mets bien des guillemets, avec un matériau comme celui-ci aussi dangereux potentiellement, est-ce que c'est pas jouer avec le diable? Notre objectif dans nos centrales nucléaires, c'est la sûreté nucléaire en numéro 1. Donc ce que l'on fait, notre objectif, c'est éviter tout accident tel que celui qui vient de se dérouler à Fukushima. Pour cela, on doit toujours faire toutes les améliorations, prendre tous les événements qui se passent dans le monde et faire en sorte qu'on améliore la sûreté de nos réacteurs, la défense, les lignes de défense de nos réacteurs de manière améliorée. Est-ce qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers? Quand on voit ce qui s'est passé au Japon, je disais Tchernobyl, on peut se dire Tchernobyl, il y a eu des initiatives malheureuses, on va dire, de la part des employés eux-mêmes de la centrale. Mais là, Fukushima, c'est le même niveau de technicité, c'est le même niveau de sûreté, de spécialité, et pourtant ils ont eu un accident quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? Quelle est la cause fondamentale de Fukushima? Une accumulation de catastrophes. Un tsunami. La cause numéro 1, c'est pas le séisme, c'est avant tout le tsunami. Un tsunami d'une ampleur considérable, apparemment, bien qu'ils en aient eu d'autres visiblement dans le passé au Japon, et qui par ailleurs a noyé l'ensemble de la plateforme. Et c'est le tsunami qui a posé le problème. Bien évidemment, des tsunamis comme ça, on n'en a pas en France. Oui, mais on serait allé 15 jours avant la catastrophe à Fukushima, ils nous auraient dit, regardez, on a des digues merveilleuses, on a des générateurs, on a tout prévu, on a des diesels, tout va bien, on a tout prévu. On serait allé au Blayais quelques semaines avant l'incident, on nous aurait dit la digue, le machin, tout va bien. Et puis, il y a toujours ce qu'on n'a pas prévu. Et quand on joue avec le nucléaire, ça peut être dramatique, ça je veux dire. Il faut jouer sur les deux. C'est-à-dire il faut en permanence améliorer les lignes de défense, améliorer en permanence la conception de nos réacteurs. Et on le fait, nous, régulièrement, tous les 10 ans, on améliore les réacteurs. Mais également, on suppose même que l'imprévisible peut arriver. Et dans ces cas-là, on a des équipes mobilisables, ce qu'on appelle le plan d'urgence imprévisible. On voit cet écolo, un peu caricatural d'ailleurs, dans le sujet, qui dit mais attendez, ok, on a tout prévu, mais s'il y a une tempête, un coefficient de marée élevé, une fonte des neiges, des pluies abondantes, la convergence de toutes ces eaux vers la centrale, est-ce qu'on a prévu tout ça? Si on avait, par exemple, je vous prends un exemple typique, en vallée du Rhône, si on a l'effacement du plus grand barrage qui est dans la région, cumulé à une crue qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, la plateforme de nos réacteurs est à un niveau tel qu'il n'y aura pas d'eau sur nos réacteurs. C'est ça la conception. Et ça, on l'améliore tous les 10 ans. On améliore nos lignes de défense tous les 10 ans par un système de château fort. On améliore nos murailles, mais on améliore aussi le donjon, c'est-à-dire les équipements tels que le diesel, on les protège encore plus. Bon, mais vous vous dites aussi que, et c'est ce que les gens se disent après Fukushima, qu'on n'est pas à l'abri aussi quand même de la surprise. L'important, effectivement, c'est d'avoir aussi des équipes qui sont mobilisables avec des moyens pour, même s'il arrive quelque chose qui n'est pas prévu,
on puisse faire face à ces situations. C'est qu'on vient de voir avec Fukushima que quand ça dérape, et que les meilleures équipes, au bout d'un moment, elles n'arrivent pas à maîtriser le... L'essentiel, c'est d'avoir des équipes qui soient à la fois sur l'action, parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire dans ce cas-là, et également des équipes sur la réflexion. Et à mon avis, s'ils avaient eu des équipes sur la réflexion à Fukushima, ils auraient vu tout de suite que le risque d'évaporation des piscines sur le réacteur numéro 4 était important. Réel. Ils n'auraient pas conçu le réacteur comme ça, avec les piscines au-dessus du cœur du réacteur. Ils n'auraient surtout pas attendu que l'eau s'évapore avant d'intervenir. Ils seraient intervenus beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle ils sont intervenus. Un mot quand même sur l'âge des centrales, puisque je disais on renouvelle. On en est à un stade où elles arrivent à une moyenne d'âge de 25 ans. Le Blayais c'est 30 ans je crois. Bon, jusqu'où on peut les prolonger ces centrales? Et est-ce qu'on joue pas là aussi avec le feu en prolongeant indéfiniment leur âge, même si on améliore à chaque fois? Plus nos centrales prennent de l'âge, plus elles sont sûres. Ah bon? Je vais vous prendre un exemple typique. Sur Fessenheim, on a conçu nos centrales à Fessenheim dans les années 70, en prenant en compte un niveau de séisme et des méthodes de calcul qui étaient celles de l'époque. Aujourd'hui, on a des calculateurs qui sont nettement plus puissants. Donc on est arrivé à modéliser des choses qui nous ont conduit à faire des modifications donc elles sont un peu vétustes, il faudra peut-être construire des choses qui correspondent aux critères d'aujourd'hui. On vient de faire des choses sur Fessenheim 1 aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, le réacteur le plus à jour au niveau sûreté, le meilleur d'un point de vue conception vis-à-vis du séisme, c'est Fessenheim 1. Donc vous dites, même si c'est la plus vieille de France, faut pas la... Si on est dans la logique, amélioration tous les 10 ans, c'est comme prendre une voiture. Je vais vous prendre l'exemple d'une voiture. Nous, nos voitures, quand elles prennent de l'âge, quand il y a le développement de l'ABS, quand il y a de l'évolution du airbag, etc., on l'intègre. Bon, mais nous, on préfère acheter une voiture neuve. Enfin, c'est quand même ça, la réalité. Et donc, on les prolonge jusqu'à quel âge? 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous comptez aller jusqu'où? Ce qu'on vise aujourd'hui, c'est de dépasser la durée de vie technique au départ qu'on avait prévu de 40 ans pour les porter globalement à 60 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait, Fukushima? Clairement, on comprend l'émotion qui s'exprime à propos de ça. Franchement, on la comprend. Dans l'opinion? Dans l'opinion et chez nos ingénieurs, chez nos techniciens. Enfin, je veux dire, l'exploitant de TEPCO, c'est un exploitant comme nous, quelque part. Donc, quelque part, les gens de chez nous aussi se sont sentis concernés par cet événement. Parce que les premières personnes qui vivent autour d'une centrale, c'est quand même les agents et leurs familles. Donc, quelque part, ils se sont posé la question, est-ce que ça peut arriver chez nous? Ce qui s'est passé à Fukushima relance le débat et les questions sur la sûreté des réacteurs, tant mieux. On est là effectivement pour expliquer ce qu'on fait, pour montrer ce qu'on fait. Et c'est important qu'on le fasse en toute transparence parce que le nucléaire sans sûreté et sans la confiance du public ne peut pas exister. Merci Dominique Minière, merci de nous avoir reçus chez vous, ici chez EDF. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas été toujours aussi transparent. On l'a su, on l'a vu, on l'a expérimenté il y a quelques années. Alors on va continuer en s'intéressant maintenant aux déchets. C'est un petit peu la face cachée du nucléaire. C'est une question difficile à régler sur laquelle vous travaillez toujours. Comment résoudre cette question des déchets, que ce soit aussi bien les centrales quand il faut les déconstruire comme on dit, ou bien le réacteur et les produits qui ont servi à la fission nucléaire. Alors Romain Verlet et Pierre-Jean Perrin et Slavek Kouchlaski vont donc vous faire découvrir un univers assez surprenant et vous allez voir que l'imagination des ingénieurs, de vos ingénieurs, n'a pas de limite. Une campagne rayonnante dans l'est de la France. Et au cœur de cette forêt de l'Aube, un projet pharaonique. Ici vont être érigés 500 cubes de béton, immenses et parfaitement alignés. Survole au-dessus du plus grand site de stockage au monde de déchets nucléaires. Ces ouvrages d'art mesurent 8 mètres de haut. Les parois en béton armé font plus de 50 cm d'épaisseur. C'est la nécropole moderne des déchets produits par toutes les centrales nucléaires de France. Vous venez d'où? Je viens de Nogent. Nogent. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion? 4 coques C1, des coques béton. Ces coques en béton viennent de la centrale de Nogent-sur-Seine. EDF y a confiné des matériaux radioactifs. Le site de Soulaine est automatisé pour éviter au maximum le contact entre l'homme et ses fûts, bonjour monsieur, qui sont pourtant les moins dangereux des déchets nucléaires. il y a encore des colis à l'intérieur? Encore 2. Encore 2, d'accord, encore 2 colis. Dominique Maire est notre guide dans ce cimetière nucléaire. Les convois funéraires acheminent chaque année 20 000 colis, remplis d'outillages, de vêtements, de ferrailles contaminées.
Donc ici, vous avez un fût métallique dans lequel sont enfermés, déjà bien protégés, des déchets radioactifs de faible et moyenne activité, principalement à vie courte. C'est quoi la vie courte? La vie courte, c'est un déchet pour lequel ça va supposer une phase de surveillance de 300 ans. 3 siècles pour qu'enfin ce fût devienne inoffensif pour notre santé. Pour confiner la radioactivité de ces canettes géantes, la France parie sur la technique du millefeuille. Une couche de colis, une couche de béton, et ainsi de suite. Une fois rempli, le cube est scellé pour l'éternité. Des sarcophages complètement étanches, du moins c'est ce qu'imposait la loi en 1992 à l'ouverture du site. Mais après quelques années d'exploitation seulement, les particules radioactives ont commencé à s'échapper du béton. Malgré toutes ces précautions, il y a quand même des rejets, il y a du tritium notamment qui passe. Il peut y en avoir et donc on a effectivement en très petite quantité de l'ordre d'une dizaine de pourcents, à hauteur d'une dizaine de pourcents de nos limites, néanmoins un peu de rejets gazeux et liquides vers l'environnement. Alors, pour que ce site ne ferme pas et reste dans la légalité, l'État a modifié la loi. Désormais, les rejets sont autorisés. Aujourd'hui, ce stockage démesuré est présenté comme la moins mauvaise des solutions. On progresse sur le sujet. Je pense que d'ici 20-30 ans, on aura trouvé l'ensemble des solutions pour l'ensemble des déchets radioactifs français. En attendant, on improvise à coups de milliards. Comment neutraliser les déchets nucléaires? Enquête sur un pari fou. 48 ans après la mise en service de la première centrale française, les déchets radioactifs restent la face cachée du nucléaire français. Le casse-tête, le fardeau de cette filière qui se vante pourtant d'être propre. Des déchets très encombrants et extrêmement dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. Pour s'en débarrasser, jusqu'en 1982, ils étaient jetés au fond des océans. Désormais, c'est interdit, mais personne n'en veut à côté de chez lui. Alors, où enterrer en France ces colis empoisonnés? Toute sa vie, une centrale nucléaire produit des déchets. Mais c'est à sa mort qu'elle en génère le plus. Pour s'en rendre compte, nous pénétrons dans l'un des plus vieux sites de l'Hexagone, Chaux dans les Ardennes. Le réacteur est logé dans la colline. C'est unique en France. On pensait à l'époque que c'était le meilleur confinement. Aujourd'hui, derrière ce mur, la centrale ne produit plus d'électricité. Depuis 20 ans, son démantèlement est en cours. C'est fait. Même sur un site arrêté, il faut toujours autant se protéger. Là, il faut vous déshabiller entièrement, vous gardez juste vos sous-vêtements. D'accord. Pour les chaussettes. Les sources de contamination sont partout, car nous pénétrons dans un chantier nucléaire. Chaux est présenté par EDF comme une vitrine de son savoir-faire, mais le démantèlement est extrêmement long. Depuis son arrêt en 1991, les travaux n'ont jamais cessé. Ici, la moindre poutre est considérée comme un déchet nucléaire, à stocker avec précaution. La cornière qui vient derrière. C'est bon. Vous en faites combien des pièces comme ça par jour? Là, une petite dizaine. À ce rythme, EDF pense encore avoir besoin d'une vingtaine d'années pour venir à bout de tous ces tuyaux contaminés. Une centrale ne se démolit pas à coups de dynamite et de bulldozer. Surtout quand on attaque les installations les plus sensibles. Comme ce générateur de vapeur de 130 tonnes, autour duquel les ouvriers ne peuvent pas travailler longtemps. Il y a de l'eau contaminée qui a circulé à l'intérieur du générateur de vapeur, donc c'est l'intérieur qu'il va falloir décontaminer. En revanche, il est un peu radioactif, donc on évite de s'approcher de ces équipements, a fortiori quand il n'a pas encore été décontaminé. Si tout se passe bien, le démantèlement de cette centrale, l'une des plus petites de France, devrait durer 35 ans. Mais le pire est ailleurs, dans les piscines des centrales nucléaires,
ou refroidit le combustible usé. Des tonnes d'uranium, des déchets ultimes qui vont rester hautement radioactifs pendant 100 000 ans. En attendant de savoir où les entreposer pour l'éternité, à l'usine de La Hague, on les presse pour mieux les stocker dans des puits provisoires. Au bout de cette route, la France pense avoir trouvé la solution définitive. Elle a jeté son dévolu sur le village de Bure, en Champagne, pour édifier un caveau nucléaire. On y va? Vous avez votre matériel? Bon, on va aller... Jacques Delay, directeur scientifique, est l'un des pères de ce que l'on appelle le stockage géologique. Allez-y. Alors on descend à 490 mètres de profondeur. C'est à cette profondeur que la France espère stocker à tout jamais ses déchets les plus radioactifs. Après 8 minutes de descente, nous arrivons dans un laboratoire truffé de haute technologie. Un lieu jugé très stable. Selon les géologues, la Terre n'a pas bougé ici depuis 165 millions d'années. Cette argile a été choisie car elle serait le meilleur isolant que l'on puisse imaginer pour confiner les déchets ultimes. Alors ça c'est une roche argileuse, elle contient entre 45% et 65% d'argile. Et donc cette roche serait la meilleure sûreté pour les déchets nucléaires? Alors c'est la barrière de confinement pour les déchets nucléaires à long terme. C'est ça qui garantit à long terme, c'est-à-dire sur des périodes de plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à 1 million d'années, la sûreté d'un stockage de déchets radioactifs. D'accord, on en est sûr de ça? Toutes nos études l'ont montré jusqu'à présent et on a une épaisseur de 60 mètres de ce type de roche avec ces propriétés-là pour assurer ce confinement à long terme. Ce seul labo d'expérimentation a déjà coûté 1 milliard d'euros. Il en faudrait 35 de plus pour creuser un site capable d'accueillir tous les déchets français pendant 100 000 ans. Soit 5 000 générations, cela dépasse l'entendement, mais on est prié de croire que tout est sous contrôle. Le principe du stockage, c'est de mettre les colis de déchets radioactifs mis dans un conteneur et poussés à l'intérieur de ce chemisage. Un vrai scénario de science-fiction. Le premier colis pourrait arriver dans 15 ans. Il serait descendu donc à 600 mètres sous terre, protégé dans une capsule, puis propulsé dans des longs tunnels de 100 mètres. Et une fois ces colis stockés, cet alvéole est rebouché et scellé. Et c'est en ayant mis en place ces conteneurs et en ayant recellé cet alvéole que l'on obtient la sûreté à long terme. Des ingénieurs sûrs de eux, convaincus qu'ici la Terre ne bougera jamais. C'est exactement ce que pensaient leurs collègues allemands. Eux aussi croyaient avoir trouvé la solution ultime pour leurs déchets radioactifs. Ils avaient choisi 7 mines de sel désaffectées pour les enfouir. Ici aussi, les géologues juraient que cette région était stable depuis des millions d'années et que le sel était le meilleur des isolants. À 600 mètres sous terre, dans les années 70, 130 000 fûts faiblement radioactifs ont été déversés dans ces galeries abandonnées. Mais ce stockage est aujourd'hui un vrai désastre, une bombe à retardement. Ce jour-là, les journalistes sont conviés au fond de la mine de Hasse pour constater les dégâts. Dans ce trou, on a enterré 1300 colis, moyennement radioactifs, en 77. Je peux vous montrer où on les a stockés, mais malheureusement, on ne peut plus y accéder. Ce sous-sol qui ne devait pas bouger s'est finalement réveillé.
Ici, on voit bien que la montagne travaille. Il préfère en rire, mais la mine menace de s'écrouler. Les poteaux de soutien se tordent sous la pression. La montagne pousse sans cesse, vous voyez, dans ce sens-là. En règle générale, elle bouge de 10 cm par an. Dans l'ensemble, la mine s'est déplacée de 6 mètres. Résultat, la roche s'est fissurée et l'eau qui n'était pas au programme s'est infiltrée dans le centre de stockage. Partout elle ruisselle, elle est désormais contaminée et menace la nappe phréatique. Un véritable cauchemar pour les Allemands. Ils vont devoir remonter un à un les 130 000 fûts abandonnés. Retour en Champagne, où la mésaventure germanique inquiète. Sous ces champs, ce sont des fûts bien plus dangereux que la France compte enterrer. Ce projet, c'est une folie. C'est un pari sur l'avenir. Qui peut prédire aujourd'hui qu'un site de stockage de ces déchets, parce que ce sont vraiment des vrais poisons, c'est les pires déchets nucléaires et radioactifs qu'on ait sur les bras, et qui peut prédire que pendant des centaines de milliers d'années, il n'y aura absolument aucun problème. Alors en fait, on travaille... Michel Marie fait partie d'un collectif contre l'enfouissement des déchets. 20 ans qu'il se bat contre le projet de Bure. Le matériel du militant... Pour tenter de sensibiliser les Français, ces militants de la première heure ont lancé un produit très local. Ça, c'est la cuvée du champagne rayonnant. Et donc pour dire alerte générale, puisque la Champagne aujourd'hui, c'est la plus grosse poubelle nucléaire de France, puisque c'est là, on a l'impression que c'est vraiment la région qui a été choisie pour emmener les poubelles, puisqu'il y en a eu une deuxième, une troisième, Bure maintenant qui est juste là. Donc on a vraiment l'impression que c'est une région qui serait sacrifiée en quelque sorte. Dans cette région faiblement peuplée, où le taux de chômage frôle les 20%, le site de stockage apporterait 1000 emplois et beaucoup d'argent aux collectivités locales. Chers amis, bonsoir. Désolé pour le retard, n'est-ce pas? Pour les opposants au projet, c'est là une vision à court terme. On n'a pas commencé, Michel, on t'attendait. C'est vrai, sympa. Ce soir, Michel Marie retrouve des habitants, des élus locaux. Tous dénoncent les subventions qui coulent à flot pour acheter l'adhésion générale. Mais ils font une salle de fête ici de 1 million d'euros parce qu'ils pètent de pognon, alors que le dernier mariage qu'il y a eu à Bure, c'était il y a 5 ans. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire de notre pays où on donne de l'argent avant même que le projet soit implanté, avant même qu'il ne soit décidé, avant même que l'enquête publique ait eu lieu où les communes et collectivités doivent se prononcer. C'est vraiment de l'achat de conscience institutionnalisé. C'est du jamais vu. Bure s'est plié, quoi. Le dossier, ça va se faire et depuis le début, c'était prévu, quoi. Non, ça va pas se faire. Bien sûr, ils sont forts, mais c'est pas pour autant que le premier colis de déchets n'est pas là, on peut toujours l'empêcher. Empêcher les déchets d'arriver dans leur village, ils espèrent gagner ce bras de fer avec le nucléaire. D'autres associations ont réussi à stopper des projets. C'est ce qui est arrivé dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Une petite association antinucléaire a réussi à bloquer depuis 4 ans le démantèlement de la vieille centrale de Brennilis. Pour quelle raison? EDF avait tout simplement oublié de consulter la population locale. Vous avez tous votre pièce d'identité? Et c'est le Conseil d'État qui a stoppé net tous les travaux. Alors, EDF tente de rattraper le coup en organisant des journées portes ouvertes. Ça vous va très bien, ne vous inquiétez pas. Ce jour-là, opération communication pour une vingtaine de visiteurs qui habitent la région. En ce qui concerne le site de Brennilis, quand on produit un déchet, tout est conditionné dans l'enceinte réacteur. Et à Brennilis, ce dont EDF est le plus fier, c'est ce carré de pelouse. Preuve de son savoir-faire. Où est-ce qu'on se trouve alors ici? Donc voilà une vue du site où actuellement nous sommes exactement où se situait le bâtiment des combustibles irradiés. Ici, la pelouse sur laquelle... Problème, le réacteur juste à côté, après 25 ans de déconstruction, lui, est toujours intact.
Son démantèlement sera la phase la plus difficile et la plus dangereuse. Là, on est au cœur du cœur. Alors, on est au cœur, on est face au cœur. C'est ici qu'on chargeait le combustible, un cœur tellement radioactif qu'on ne sait pas comment le démonter. Pourquoi c'est si long? Alors, c'est long. Ça fait déjà 25 ans là. Alors ça fait 25 ans qu'elle est à l'arrêt, effectivement, ça peut paraître long. Et on a fait que 50%. On a fait 50%. Ou on a fait que 50%. Moi je dirais qu'on a fait déjà 50%. À ce jour, EDF n'a jamais réussi à démanteler un seul de ses réacteurs. En attendant, la facture pour raser Brennilis a été multipliée par 25 et atteint déjà le demi-milliard d'euros. Voilà, nous ne sommes plus à la centrale de Nogent-sur-Seine, mais bien sûr ici dans les jardins du ministère, de votre ministère, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes donc ministre de l'écologie, du développement durable, des transports, du logement. J'ai à peu près tout dit. Merci de nous recevoir. On va parler de ces questions avec ce reportage qui interpelle beaucoup sur les déchets. Je vais redonner 2-3 chiffres quand même pour dire un petit peu ce qu'il en est des déchets et de la déconstruction des centrales nucléaires en France. Pour préciser le reportage, il faut savoir qu'il y a 9 réacteurs arrêtés, dont 4 en cours de démantèlement en France. Ce sont des opérations lourdes, coûteuses, délicates, on vient de le voir, pour lesquelles EDF a déjà provisionné 28 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 1,8 milliard tous les ans, qu'on paye d'ailleurs sur nos factures. Mais on se demande un petit peu si on ne se ment pas dans cette filière, quand on voit ce qu'on vient de voir. Brennilis par exemple, on a fini sur l'exemple de cette centrale, ça a commencé il y a je ne sais pas combien d'années, au départ on avait prévu 20 ou 25 millions d'euros pour les travaux, on en est à 500 et on n'a pas attaqué le cœur de la matière. Ce sont les premières centrales en fait pour lesquelles la question s'est posée, et donc les technologies, les méthodes sont en quelque sorte en développement sur ces centrales. C'est de façon évidente, je veux dire, je crois qu'il faut se le dire, le talon d'Achille de la filière que la question du démantèlement et des déchets. Moi par exemple, j'aime pas beaucoup le terme recyclage des déchets nucléaires parce qu'aujourd'hui ils sont retraités. Ils sont retraités. Quand on recycle, on remet dans... Là, il y a très peu qui est recyclé en fait, un petit peu, très peu. C'est 1 ou 2%. Oui, c'est modeste. Et c'est un legs incroyable pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Le nucléaire est un choix très engageant sur la durée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il doit faire régulièrement l'objet de débats et qu'il doit pouvoir être partagé le plus largement possible. Le nucléaire n'est pas un choix anodin. Si tu voulais implanter une centrale nucléaire, ça n'est pas choisir d'installer un champ d'éoliennes. C'est pas le même niveau d'engagement. Vous dites débat. C'est-à-dire qu'à la limite, ça serait bien qu'on en ait un vrai, un grand, un national, d'importance. Le problème du terme débat, référendum. Mais il y a régulièrement un débat. Il y en a eu un grand national en 2005. Les Français n'ont pas beaucoup participé. Moi, ce que je crois, c'est à la nécessité d'une meilleure lisibilité de la filière. Et pour moi, c'est l'enjeu de l'audit que le Premier ministre lance centrale par centrale après la catastrophe de Fukushima. Je pense que c'est important que les Français puissent savoir, voilà, la centrale à côté de chez moi, elle a été conçue pour faire face à quel risque naturel, comment ça fonctionne, quel type de système il y a en cas d'accident, des choses simples mais des choses compréhensibles. Je pense que c'est tellement engageant comme choix le nucléaire qu'il faut que les Français aient des idées plus précises de ce que c'est. On se demande quand même, après Fukushima, après Tchernobyl, si cette industrie n'est pas périmée, si elle n'est pas obsolète, s'il ne faut pas passer à une autre ère. On n'a pas trouvé de solution parfaite, ça c'est sûr. Et moi j'en viens, pour moi, ce qui fait l'essentiel du sujet, qui est qu'il n'y a pas d'énergie idéale. Il faut se le dire, il faut le savoir. La vraie solution, c'est les économies d'énergie. Il n'y a pas d'énergie idéale. Toutes les énergies sont perpétuellement en cours de renouvellement. L'urgence, c'est pas de dire on arrête ça et on met tous nos efforts dans les énergies de demain. Aujourd'hui, si on veut arrêter le nucléaire, arrêter toutes les centrales, et du jour au lendemain, transformer ces centrales en un autre type de production d'énergie. Allez, on prend par exemple les centrales à gaz. C'est des dizaines de milliards d'euros qu'il faut investir. C'est une augmentation faramineuse de notre facture énergétique et de nos importations énergétiques, parce que le gaz, on ne le produit pas, on l'importe pour l'essentiel. L'uranium, on l'apporte aussi. Le coût du nucléaire, on pourra en discuter. C'est la part du combustible n'est pas la même dans les unes et dans les autres. Sur les énergies renouvelables, si on veut remplacer aujourd'hui toutes les centrales nucléaires par des éoliennes, il faut mettre plus de 10% du territoire en éoliennes.
Et derrière, vous avez des gros problèmes de stabilité du réseau, parce que beaucoup des énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Moi, je crois à ce qu'on fait dans le Grenelle de l'environnement, qui est d'augmenter très fortement, quasi à marche forcée, la part des énergies renouvelables, passer de 10% à 23% en 2020. 10% en fait, c'est ce qu'on a en hydraulique. Et on a très peu aujourd'hui, on a 3% d'énergie renouvelable autres qui dans le bilan énergétique global. Hein. Dans le bilan énergétique global. 10% avec les barrages, on va augmenter 2 ou 3% ça pour l'instant pour le très renouvelable. fortement pour aller jusqu'à 23%. Ça, j'y crois. C'est quelque chose qu'on peut faire. Dire aujourd'hui, bon, on arrête tout le nucléaire et on remplace tout par les éoliennes, c'est pas vrai. Non, mais est-ce qu'il faut continuer à renouveler le nucléaire ou est-ce qu'il ne faut pas, ok, on a le nucléaire, mais essayer de faire autre chose. Et l'autre chose, vous dites, ok, le Grenelle. Le Grenelle, il y a beaucoup d'espoir au moment du Grenelle, mais on se dit maintenant, avec le Grenelle 2, on se demande, et c'est ce qu'on va voir dans le reportage qui va suivre d'ailleurs sur les énergies renouvelables, on se demande si on n'est pas en train de freiner des cas de fer, peut-être pour protéger le nucléaire d'ailleurs, mais en tout cas, l'éolien comme le solaire sont freinés aujourd'hui en France. Non, pas du tout. Alors, il faut regarder les choses énergie par énergie. Il y a une énergie qu'on est en train de faire décoller, moi j'y crois beaucoup, c'est l'éolien offshore. Moi je pense que la France peut devenir le leader de l'éolien offshore. Sur l'éolien onshore, on avance. On a encore, ici ou là, un gros problème d'acceptabilité de l'éolien onshore. C'est quelque chose à travailler. Alors, offshore, c'est dans la mer, et onshore, comme vous dites, c'est sur la terre. Hein. Il y a parfois des beaux discours au niveau national des uns et des autres, et puis après, localement, on a les mêmes qui, en fait, veulent pas avoir une éolienne à côté de chez eux. Donc on a un vrai problème d'acceptabilité sur l'éolien offshore. La réglementation, etc., pour les rendre plus difficiles. C'est pas pour les rendre plus difficiles, c'est pour améliorer l'acceptabilité, parce qu'en fait, on se retrouvait avec des permis de construire qui étaient systématiquement attaqués. Mais oui, parce qu'en fait, les gens, au niveau national, si vous voulez, veulent tous de l'éolien. Mais quand on dit, il va y avoir un champ d'éoliennes à côté de chez vous, alors là, plus personne n'est d'accord. Et le solaire, c'est pareil, on n'a pas freiné, on n'a pas... Sur le photovoltaïque, on a freiné. Sur le photovoltaïque, moi je trouve que le cadre a été mal monté, et j'assume complètement ce qu'on a fait, qui a été de le redessiner, et de le redessiner d'une manière qui apparaît plus restrictive, mais qui je pense est plus sérieuse. Pourquoi le cadre de soutien a été mal monté ? On a monté un système qui était assez libéral. Il se construisait beaucoup de photovoltaïques, mais qui en fait aboutissait essentiellement à de l'achat de panneaux à l'international, notamment des panneaux construits en Asie. Une autre chose, en matière d'environnement, la filière photovoltaïque n'atteignait pas ses objectifs. Pourquoi ? Parce que rien n'était prévu pour le recyclage des panneaux et rien n'était prévu pour le démantèlement des fermes solaires. Vous savez comment c'est de construire un panneau photovoltaïque ? Mais derrière, c'est polluant. Mais il faut du silicium, il y a des mines, c'est polluant avant à la construction, ça demande beaucoup d'énergie. Derrière, il faut le démanteler. Et puis sur la facture d'électricité, ça va vous coûter tellement plus cher. Tout, je veux dire, il faut en faire. Il faut faire de tout. Il faut ouvrir l'éventail des énergies renouvelables. Il faut investir massivement dedans. Il faut construire notre industrie sur ces sujets. Mais il ne faut pas faire semblant qu'on va pouvoir fermer toutes les centrales nucléaires et tout remplacer par des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Et donc parce qu'en fait, c'est pas vrai. Sortir complètement du nucléaire, comme le réclament certains, comme c'est chez Duflo qu'on va aller voir. Merci beaucoup. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe justement du côté des énergies renouvelables. On va aller voir au Portugal où là l'éolien onshore, comme vous dites, sur la terre fonctionne très bien. La filière, elle n'existait pas, elle s'est développée. Et on va voir, je persiste, qu'en France, eh bien, après avoir démarré, la filière s'est un petit peu arrêtée. Thomas Auro, Marie Cazot et Anne Cohen ont donc enquêté sur ces énergies renouvelables. C'est l'histoire d'un petit miracle portugais. Dans un port dévasté par la crise. Viana do Castelo et son chantier naval à l'abandon. Mais il y a 2 ans, l'arrivée d'un homme a tout changé. Aníbal Fernandes a relancé l'économie de la ville en montant des usines d'éoliennes. En arrivant sur ce quai, l'industriel a commencé par faire le ménage. Cet morceau de terrain, c'était complètement vide, avec les ordures du chantier, comme les huiles de navire usées. C'était ce que, comme les Américains disent, une messe. C'était une messe. Un mess, traduction, une sacrée pagaille. Désormais, tout est bien ordonné sur ces quais. On y stocke des pales d'éoliennes géantes, 41 mètres de long. Et ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, la chaîne de fabrication et de montage. Aníbal Fernandes et ses partenaires venus d'Allemagne ont embauché 2000 ouvriers portugais
Il fabrique toutes les pièces des éoliennes, les pales, le rotor et la structure en béton. Une chaîne d'assemblage complète, montée en à peine 2 ans. Nous pouvons produire jusqu'à 250 machines par an. C'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai, vous pouvez regarder le verre sortir ici tous les jours. Tous les jours, nous sortent d'ici des camions chargés d'équipements. Les éoliennes sorties d'usine filent aux 4 coins du Portugal, partout où il y a du vent. Car l'État portugais a fait son choix. Il ne veut pas du nucléaire. Aujourd'hui, 10% de l'électricité portugaise est produite par le vent, moins de 2% pour la France. Cette filière d'éoliennes made in Portugal, c'est une petite révolution industrielle et un grand bol d'air dans un pays au bord de la faillite. L'exemple de Viana do Castelo peut-il s'appliquer chez nous? Nous quittons le Portugal pour un village d'irréductibles Gaulois. Reignac, en Gironde, le village de Jean-Claude Hérault et Daniel Ardouin. Depuis 3 ans, ces 2 compères bataillent contre un projet de parc éolien à côté de chez eux et mobilisent leurs voisins. Lui est chauffagiste. Là, c'est un ressortissant danois qui est venu faire des chambres d'hôtes. Vous avez un hôte ici. Donc là, vous avez un agent EDF. Ces panneaux, ce sont leurs armes de guerre. Ils les accrochent partout où ils passent, même s'il faut grimper aux arbres. Ce premier panneau, il a été détruit récemment. On a mis un 2e panneau dessus, il a été détruit aussi. Donc maintenant, on a placé des panneaux hors d'atteinte, on les a placés dans les pins assez haut pour continuer à... On veut continuer à s'exprimer contre ce projet de parc éolien. On est en campagne, en zone rurale, et on veut transformer cette zone rurale en parc industriel. En colère, Daniel. Ce jour-là, il réunit une vingtaine de voisins chez lui. D'après lui, les éoliennes pourraient surgir au fond de son jardin, derrière ses arbres. Sans certitude. Personne ne connaît l'emplacement exact des machines, ni même combien elles seront. Donc, Daniel et ses amis en sont réduits à émettre des hypothèses sur le plan de la commune. cette zone pour mettre des éoliennes et qu'elles seront forcément au mieux à 700 mètres des habitations. Pour bloquer le projet, ces riverains ont déjà déposé un recours au tribunal administratif. Parce que là, actuellement, un projet mené comme tel qu'il est mené. Nous sommes très inquiets pour la santé, pour le bruit, pour la déformation du paysage. Si le projet éolien arrive à terme, il n'y aura pas un endroit de la commune de Reignac, ou même dans les 15 km environnants, où quel que soit l'endroit où vous poserez votre regard, vous verrez un moulin géant, partout. Ces défenseurs acharnés du panorama se sont pourtant accommodés d'un monument bien plus imposant. Une centrale nucléaire à quelques kilomètres de chez eux. Ces anti-éoliens ont une bête noire. Le député-maire socialiste Philippe Plisson. C'est lui qui a lancé le projet il y a 3 ans. Et il ne comprend pas pourquoi il est si difficile de planter quelques machines dans sa circonscription. On dit il faut des énergies renouvelables. C'est nécessaire, c'est indispensable. On vote 23% d'énergie renouvelable. Et maintenant, on en a combien? À peine 10, et encore en comptant les agrocarburants, etc., qui ne sont pas des énergies renouvelables. Donc, si on veut en 2020 avoir 23% d'énergie renouvelable, il faut les mettre en place. Donc, il faut des éoliennes. Plutôt que dire aux autres, faites ce qu'on doit faire, je vais essayer de le faire moi-même. Cela fait des mois que Philippe Plisson ne parle plus aux anti-éoliens. Il s'arrête pour nous montrer pourquoi. Le débat s'est envenimé, jusqu'aux insultes sur les routes du village. Il y a écrit Plisson égale Cacafi. Bon, il y a une faute d'orthographe, mais enfin, je crois qu'on a voulu dire Kadhafi. Voilà, donc je crois qu'on m'identifie
au dictateur libyen, donc c'est... C'est la guerre, là. Bah, écoutez, je pense qu'au départ, il y a eu donc une crispation, une opposition. On a cru qu'on allait pouvoir nous faire reculer avec quelques rodomontades. Bon, bah, écoutez, en politique, il faut avoir un minimum de courage. Il veut aller jusqu'au bout. Il a déjà choisi son terrain au bord de l'autoroute. À l'écart des habitations, quelques hectares de pins et de broussailles. Philippe Plisson a rendez-vous ici avec le promoteur qui installera les machines. Et ça tourne. Pierre Girard a planté une sonde pour mesurer la vitesse du vent en altitude. Ce pionnier de l'éolien en France a déjà monté des dizaines de moulins depuis 15 ans. Les pales de ces éoliennes s'élèveront à 170 mètres de hauteur. On est aux alentours de 6 mètres par seconde, ce qui est une bonne vitesse à 100 mètres de hauteur, ce qui est une bonne vitesse pour pouvoir envisager l'implantation des machines. Mais avant que ces éoliennes ne voient le jour, il faudra franchir de sacrés obstacles. Il y a les opposants et il y a aussi une réglementation toujours plus contraignante. Pour le promoteur, l'investissement devient très compliqué. Aujourd'hui, le ministère veut nous imposer de mettre sur un compte bloqué le coût futur du démantèlement, c'est-à-dire ce que coûtera le démantèlement dans 20 ans. On est la seule industrie à laquelle on impose ça. Les autres, ils n'ont jamais eu ça. Heureusement que le nucléaire n'a pas ça d'ailleurs. Lorsqu'il a débuté dans l'éolien, Pierre Girard comptait 3 ans pour planter une machine. Maintenant, c'est 8 ans, au minimum. Pourtant, l'éolien, c'était un pari du président Sarkozy. Comme les autres énergies renouvelables, le photovoltaïque par exemple. En juin 2009, en visite à l'Institut de l'énergie solaire, il avait donné d'immenses espoirs à tous les professionnels de la filière. Nous allons devenir leaders dans les énergies renouvelables au même titre que nous sommes leaders dans les énergies nucléaires. Et nous allons prendre les décisions pour les énergies renouvelables aujourd'hui aussi importantes que celles qui ont été prises dans les années 60 par le général de Gaulle pour l'énergie nucléaire. Une déclaration historique, des engagements forts et ambitieux. Mais un an plus tard, la filière déchante. Tollé chez les salariés de l'éolien. La loi Grenelle II limite les installations d'éoliennes. Ils ont l'impression de s'être fait berner. Et ils ne sont pas les seuls. À l'Assemblée nationale, notre député de Gironde, Philippe Plisson. Il a participé à un groupe de travail mené par le député UMP Patrick Ollier. Un groupe chargé de faire des propositions sur le développement de l'éolien français. Ensemble, ils sont partis 3 jours au Danemark. C'était un voyage extrêmement intéressant qui m'a bien entendu conforté dans mes convictions que l'éolien était très intéressant. Mais après un mois de travail, c'est la douche froide. Philippe Plisson claque la porte. Car on vient de lui demander de signer le rapport de la mission. Un texte déterminant qui doit servir à rédiger la loi sur l'éolien. Mais à la lecture, le manuscrit lui tombe des mains. Il y découvre des propositions qu'il juge anti-éoliennes. Comme la fameuse obligation pour les promoteurs de bloquer de l'argent pour le démantèlement des machines. Le rapport, d'ailleurs, il est sorti très vite. Je me demande même s'il n'était pas écrit avant qu'on commence. Donc je caricature. Mais quand même, hein, il y avait des choses... voilà, on était dans une logique. Et comme j'ai dit assez vulgairement à Ollier, et dans une discussion très vive qu'on a eue dans les couloirs de l'Assemblée nationale, j'ai dit, t'as essayé de me baiser. Tu m'as pris en otage, t'as essayé de me faire signer un truc, j'étais voilà, coincé dans la seringue, et vous vouliez que je sois la caution d'un rapport que vous aviez préconçu comme étant une machine à démonter les énergies renouvelables éoliennes. Ce fameux rapport, c'est le bébé de Patrick Ollier, devenu depuis ministre du gouvernement Fillon.
Lui n'a jamais caché sa méfiance envers les éoliennes. Il propose de les regrouper dans des parcs, 5 minimum, pour éviter d'en retrouver partout. Je suis contre l'anarchie, je suis contre la dissémination, la dispersion et la prolifération anarchique des éoliennes. Parce que là, c'est certain, il n'y aura pas d'acceptabilité de la population. Pour lui, c'est une simple question de bon sens. Mais à l'Assemblée nationale, certains avancent une autre explication. Ce jour-là, salle des 4 colonnes, on parle énergie et centrale nucléaire. On peut imiter les Espagnols qui viennent de faire passer l'électricité verte en majorité. Les députés verts réclament une nouvelle fois qu'on en finisse avec l'atome. Eux sont persuadés que si l'éolien ne se développe pas plus en France, c'est à cause de l'influence du nucléaire sur nos députés. À l'heure du Grenelle 2, ça a été un peu caricatural. On a eu d'un côté l'UMP, le PC, une partie du PS qui est restée plus discrète mais qui était du même avis, qui disait surtout si on peut restreindre les possibilités d'éoliennes pour laisser le champ libre au nucléaire. Pour François de Rugy, notre Assemblée nationale est truffée de députés pro-nucléaires. Tu mets des étiquettes, toi. Après notre interview, justement, il croise Franck Régnier, celui qui a signé le fameux rapport sur l'éolien. Je l'assumerai dès le début. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît bien la filière nucléaire. Député de la Drôme, il a sur son territoire une centrale gérée par EDF et Areva. Sur son blog, il s'affiche tout sourire, aux côtés d'Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva. Et parmi ses conseillers de la mairie de Montélimar, la responsable du lobbying d'Areva. Quant à Patrick Ollier, il ne cache pas ses préférences. Sur son blog, il se dit lui-même ardent défenseur de la filière nucléaire. Arrêtez de cataloguer les gens et de dire si vous êtes pour le nucléaire, vous ne pouvez pas défendre le renouvelable, c'est faux. C'est tout. C'est faux. C'est ma position. Piqué au vif, Franck Régnier. Pour sa défense, il affirme encourager l'éolien dans sa propre circonscription. Mais il n'y a pas que pour l'éolien que de nouvelles règles ont bouleversé le marché. Dans le photovoltaïque, des professionnels parlent d'une filière massacrée. À Rennes, Christophe Alarousse emménage dans de nouveaux locaux. Le Transpal, il faut le ramener, hein, Michel. Il s'est endetté lourdement pour développer sa PME de 7 salariés. Ici, on a investi 200 000 euros. Que vous avez emprunté? Oui. Et que vous allez pouvoir rembourser? J'espère. Il n'y a plus rien de sûr pour lui. Ses chantiers sont à l'arrêt, son carnet de commandes vide. Christophe avait tout misé sur ses panneaux et aujourd'hui, il le regrette amèrement. Le photovoltaïque, c'était l'autre promesse de Nicolas Sarkozy lors de cette fameuse visite en 2009. La France décide d'investir dans le photovoltaïque sur la durée, sur le long terme. Et pour inciter les Français à s'équiper, il promet qu'EDF rachètera l'électricité produite par ces panneaux à un tarif stable et supérieur au marché. En quelques mois, c'est la ruée. Mais la filière s'emballe beaucoup trop vite. L'État revoit ses engagements. Il baisse plusieurs fois le prix de rachat. En décembre dernier, il suspend pour 3 mois toute nouvelle installation. Une situation intenable pour les petits entrepreneurs. 2 bureaux dans lesquels il y a les collaborateurs. La mort dans l'âme, Christophe Alarousse va se séparer de l'un de ses salariés. C'est lui qui est plus spécialisé dans le photovoltaïque. Voilà. Du boulot, Mathieu, en ce moment? Mathieu, il justement, on annonce qu'il va nous quitter par rapport au fait que justement le photovoltaïque, c'est plus ça. C'est un petit peu décourageant d'avoir un texte toutes les 3 semaines qui reconditionne complètement votre travail. Vous jetez votre catalogue à la poubelle, vous le refaites. Vous avez un argumentaire envers vos clients qui change complètement. Vous manquez de crédibilité à cause de ça. Christophe se sent prisonnier de ces changements permanents. Il l'a écrit au Premier ministre
sans illusion. Je suis consterné de voir à quel point notre filière des énergies renouvelables est négligée par votre gouvernement malgré votre Grenelle de l'environnement. L'on attend qu'il y aura des réponses de votre part qui n'est toujours pas arrivée ce jour. Par jour, c'est 3-4 sociétés chez mes clients, enfin chez mes fournisseurs, qui arrêtent, qui coulent. Ni plus ni moins. Quand ils ne licencient pas des personnes à perte et fracas, quoi. C'est un tsunami, je dirais, des énergies renouvelables qui est en France, hein, mais en silence. C'est-à-dire que là, personne n'entend parler, on entend se casser la gueule en silence, et voilà, quoi. Christophe Alarousse veut se battre jusqu'au bout pour sauver son entreprise, mais aussi par conviction. Contre vents et marées, les énergies renouvelables, il veut encore y croire. Voilà pour ce reportage de Thomas Auro. Alors on est ici avec vous, Cécile Duflot, on est sur les bords de Seine, on n'est pas de retour à la centrale. On vient de voir ce reportage. Est-ce que c'est ça l'histoire? Ça n'a pas plu à Nathalie Kosciusko-Morizet quand j'évoquais ça. Est-ce qu'on a pénaliser en fait le renouvelable pour sanctuariser et protéger le nucléaire? Oui, je pense que c'est une évidence. C'est pas d'ailleurs une agression que de le dire. C'est une réalité. La différence entre la France et les autres pays européens est tellement considérable qu'on voit bien que la seule raison, c'est une sorte d'idéologie qui veut à la fois protéger le nucléaire et qui refuse justement de s'ouvrir un peu l'esprit en se disant qu'on peut faire différemment. On a consacré 2% en moyenne du budget de recherche énergétique en France depuis 40 ans aux énergies renouvelables, quand 98% étaient consacrés au nucléaire. Le scandale, il est là, donc on est très très en retard. Alors, vous allez me dire un petit peu comment c'est possible le renouvelable. Alors, je vais citer des chiffres qui vont peut-être pas vous faire plaisir, qui sont les chiffres qu'on donne du prix comparé de l'énergie électrique. Ça a été notamment répertorié par l'Express, avec ces différentes sources d'énergie au banc d'essai. Le nucléaire, c'est 46 € le mégawatt-heure, le gaz, c'est 60 à 70 €, l'hydraulique, pareil, le charbon, à peu près la même chose. L'éolien, entre 80 et 90 € le mégawatt-heure quand il s'agit de l'éolien terrestre et 160 à 180 sur l'éolien offshore, si je puis dire. Et puis le solaire, 300 € le mégawatt-heure. Comment on fait? D'abord, ces chiffres-là, dont vous dites, c'est des chiffres qui ont l'air tellement fiables et sérieux qu'on se dit, bah oui, c'est évident. Non, parce que dans le même temps, les Français ils disent, moi je veux bien qu'on sorte du nucléaire, mais je ne veux pas payer plus cher. Attendez, je vais vous dire deux choses. D'abord, il y a une formidable escroquerie, c'est que quand on calcule le coût du kilowattheure, du mégawattheure nucléaire, on oublie plein de coûts. Et notamment, on oublie tous les coûts du démantèlement, qui vont être monstrueux. Donc aujourd'hui, ça coûte moins cher, mais on le fait reporter, pas sur les générations dans 100 ou 150 ans, dans 10, 15 ans, quand il va commencer à falloir effectivement démanteler des centrales qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Donc le prix n'est pas sincère, vous dites? Non, c'est totalement insincère. Et deuxièmement, si le coût du renouvelable est encore plus élevé aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a absolument pas investi à la fois sur la recherche, sur le développement des filières industrielles, notamment pour pouvoir produire à proximité des équipements, et troisièmement parce qu'on peut aussi continuer à améliorer la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui en matière solaire, c'est un point important parce que c'est vrai que la production par des cellules photovoltaïques, c'est à la fois aujourd'hui coûteux, c'est essentiellement importé, vous avez raison, et c'est même en termes de bilan environnemental, pas forcément génial parce qu'on utilise beaucoup de métaux rares. C'est très cher et très polluant comme énergie. On travaille déjà sur d'autres méthodes d'utilisation de l'énergie solaire, notamment par concentration avec des miroirs, qui sont beaucoup plus intéressantes, encore plus efficaces et écologiquement encore plus rentables. Il faut mettre énormément de moyens sur le développement, pas des énergies renouvelables telles qu'elles existent, mais telles qu'elles vont exister dans le futur. Sur ces technologies-là, pour effectivement surmonter ces difficultés-là. Dites-moi, sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous, on le supprime. On arrête les centrales. Pour nous, on dit une chose simple. On engage un plan extrêmement volontariste, comme l'a été le développement du plan électronucléaire, pour sortir du nucléaire. À horizon 20, 25, 30 ans, les choses se caleront en fonction du développement de deux chantiers. Les économies d'énergie, il y a un gisement d'énergie qu'on n'utilise pas dans les économies d'énergie, et le développement du renouvelable. On peut le faire, d'autres pays l'ont fait, l'Allemagne l'a fait, mais les centrales, on les arrête? On les arrête progressivement, notamment on décide qu'elles ont un âge de retraite, on va dire, et qu'à 30 ans, on arrête les centrales. On les prolonge pas, comme on est en train de le faire, on les re-signe pas pour 10 ans, etc. On les prolonge pas, on décide d'organiser la sortie du nucléaire. On ne ferme pas les centrales du jour au lendemain. Et il y aura plutôt d'ailleurs des conséquences positives en termes d'emploi. Et sur l'espace de quoi? De 20, 25 ans, une génération? Il y a différents scénarios, mais le scénario le plus, on va dire, le plus évident aujourd'hui, au vu des performances des énergies renouvelables actuelles, on va dire que c'est entre 20 et 25 ans. Bon. Et on fait quoi des centrales? On les sanctuarise? On fait des sarcophages? On les laisse là? Non, je pense qu'on organise... On les démantèle, on les démantèle. On organise la filière du démantèlement, et puis on peut devenir là pour le coup, puisque les Français aiment bien être les champions du monde, c'est ce qui, je pense, nous a conduit à cet enfermement psychologique dans le nucléaire. On devient les champions du monde du démantèlement.
visiblement, il y a de quoi faire. Alors, il y a un argument toujours qui est opposé justement aux partisans des énergies renouvelables, c'est de dire que, ok, le vent c'est bien, mais il n'y en a pas toujours, ok, le soleil c'est bien, mais il n'y en a pas toujours, et on a besoin quand même d'une consommation à peu près constante, et on ne peut pas se servir de courant uniquement quand on veut bien m'en fournir. J'en ai besoin quand j'en ai besoin. Comment on fait alors? D'abord, il y a trois choses. La première, c'est de dire, on essaye d'avoir un vrai chantier d'économie d'énergie. On aura besoin de moins d'énergie. Déjà, ça répond à une partie de la question. On rapproche les lieux de consommation et les lieux de production. Parce que l'idée, c'est pas de remplacer des centrales nucléaires par des gigantesques champs industriels d'éoliennes ou de solaire. C'est bien de rapprocher des lieux de consommation. Ça, c'est une chose très utile parce que on parlait dans votre reportage de l'implantation des éoliennes. En France, notre projet de sortie nucléaire, c'est l'implantation de 25 000 éoliennes. Aujourd'hui, il y a 250 000 pylônes à très haute tension. Parce que les mêmes qui n'aiment pas voir dans le paysage 3-4 éoliennes, ils supportent 35 pylônes. Il faudra le transporter aussi par les mêmes. Non, si les éoliennes, elles ont la possibilité d'être plus à proximité. Et enfin, il y a d'autres champs d'énergie. Je pense à la géothermie profonde, on en parle très peu. Mais la géothermie, ça permet de chauffer des bâtiments, ça permet de chauffer des piscines, ça permet de chauffer des bâtiments collectifs. C'est un vrai. Et avec tout ça, on arrive à une production énergétique électrique constante. À qualité de vie constante. Les scénarios dont on parle de sortie du nucléaire sont à qualité de vie constante. On arrive à se passer du nucléaire par les économies d'énergie et par les renouvelables. Bon, vous dites sortir du nucléaire, le PS dit sortir du tout nucléaire. On n'est déjà pas dans le tout nucléaire, hein, donc non mais... je pense que ça y est, on est déjà sorti. Je vois bien le cheminement psychologique qui est en cours dans la tête de certains socialistes, et je le dis sans... Ça veut dire élargir le bouquet, quoi. On continue avec les centrales et le renouvelable se développe, c'est ça que ça veut dire. Moi j'ai une réponse politique à cette question qui est de dire, est-ce que oui ou non, des responsables politiques peuvent faire courir un risque aussi grave que le risque nucléaire alors qu'on peut faire autrement? La réponse de la femme politique que je suis, c'est non. On peut faire autrement. Fukushima, après Tchernobyl, c'est un virage, ça va changer. Et après, le président de l'association de sûreté nucléaire, de l'agence de sûreté nucléaire française, qui dit on ne peut pas exclure le risque d'un accident grave en France. Et la différence, on parle toujours, oui, mais il y a des accidents d'avion, il y a des accidents de voiture. Oui, mais un accident d'avion ou un accident de voiture, c'est sans commune mesure avec un accident nucléaire. C'est tout simple. Et j'ai pas de problème idéologique ou technique avec le nucléaire. Je dis simplement, soyons raisonnables. Le risque est trop grand, on peut faire différemment, faisons différemment. Merci Cécile Duflot, merci. Alors on va continuer, on va aller au Japon. Je ne sais pas si vous êtes allé au Japon après la catastrophe. Non, et c'était un rêve d'ailleurs, enfin ça l'est toujours. Un rêve. Bon, nous on y est retourné, on y est allé avec une femme qui s'appelle Leiko, qui est une japonaise, mais elle est parfaitement francophone, elle vit en France, elle a épousé un Français, elle a fait des enfants ici, mais elle a voulu retourner au Japon après la catastrophe pour voir ce qu'il était advenu de ses parents, qui sont dans la région de Sendai, dans la région de la centrale. Elle savait qu'ils étaient vivants, mais elle voulait voir dans quelles conditions ils vivaient aujourd'hui. Elle voulait voir aussi, parce qu'elle a l'impression que le niveau d'information n'est pas le même en France qu'au Japon sur la question du nucléaire, elle voulait savoir quel était leur niveau d'information, ce qu'on leur disait sur les dangers qu'ils couraient à vivre pas très loin de la centrale. Jérôme Bermin, Annie Triboire et Karine Giraud ont donc suivi Leiko. Une plage, 100 km au nord de la centrale de Fukushima. Le bout du voyage, de Leiko. Elle est japonaise, mais vit en France depuis 20 ans comme traductrice. Elle vient de faire 10 000 km pour rejoindre sa famille, qui vit désormais sous la menace radioactive. Dans ce décor de fin du monde où les débris charriés par le tsunami sont venus s'échouer, face à cet océan où la faune et la flore sont contaminées pour des années, Leiko prie. La mer et l'eau, je vous demande pardon. Avec la catastrophe de Fukushima, nous vous avons fait tant de mal. Pardon de vous avoir sali. Nous vous aimons et nous vous adorons. Son voyage, Leiko Corlieu, l'a commencé une semaine plus tôt, à l'aéroport de Roissy. C'était le 27 mars, à l'heure où tous ceux qui le pouvaient fuyaient le Japon. Elle décidait d'y aller, et nous de la suivre. En partant, elle laissait derrière elle son fils et son mari français. Allez, prends soin de toi. D'accord. Moi, ça me paraît de la folie pure. Enfin, ça me paraît pas. C'est vraiment de la folie. Là, concernant, si vous pouvez chemin faisant, quand même. Alors, il faut la raisonner, hein, parce que. Prochain arrêt, terminal 2. Courageuse ou inconsciente, Leiko s'envole avec des compteurs Gégère pour mesurer la radioactivité.
Du matériel prêté par une association antinucléaire, l'EICO a des doutes sur l'honnêteté des autorités japonaises. Je vais voir est-ce que l'information qu'on donne officiellement, est-ce que ça correspond à peu près à ce que je vois. À 57 ans, ce petit bout de femme se découvre un côté militant depuis que son pays est frappé par une catastrophe nucléaire. Après 12 heures de vol, le Japon est en vue, au soleil levant. C'est pour mon pays. J'aimerais bien garder mon pays sans abîmer par nucléaire. Les 15 jours précédents, l'EICO les a passés à regarder horrifiés les images de cette tragédie en 3 actes. Un séisme magnitude 9. Un tsunami surpuissant qui dévaste toutes les côtes du nord-est japonais. L'EICO voit sa ville, Sendai, balayée par les flots. Ce bord de mer où vit sa sœur et ses neveux, rayés de la carte. L'aéroport de la ville, noyé. Elle va attendre 3 jours avant d'apprendre que sa famille a survécu, juste avant de voir ça. La centrale de Fukushima, Daiichi, explose par 3 fois. Des fuites radioactives sont projetées sur des dizaines de kilomètres, au hasard des vents. Elle voit ses populations évacuées, des naufragés, des radiations. Elle entend les autorités japonaises minimiser, les responsables de TEPCO mentir, puis s'excuser. C'est ce qui l'a convaincu de revenir au Japon. En France, on nous décrivait un peuple japonais zen face à la crise. Mais dès sa première conversation avec le chauffeur de taxi, l'EICO constate qu'elle n'est pas la seule à douter. Est-ce que vous vous considérez suffisamment informé sur la radioactivité ici à Tokyo? Non, on nous cache des choses. Il faut s'informer par soi-même. Il prend l'information par Internet et aussi l'information qui vient de l'étranger. Il n'y a pas confiance en... Je n'arrive pas à croire seulement l'information japonaise. 15 jours après la catastrophe, l'EICO découvre un Tokyo au ralenti. Les embouteillages ont disparu, des rues presque désertes, et sur le visage des Tokyoïtes, les masques sont plus présents que jamais. Un maigre rempart contre les particules radioactives. Avant de rejoindre sa famille, l'EICO a 24 heures à passer à Tokyo. Dans sa chambre d'hôtel, elle est rivée à la télévision, où les reportages sur la centrale et les réfugiés occupent l'antenne. L'EICO découvre un pays qui, après des décennies de confiance absolue en l'électricité nucléaire, comprend qu'on l'a trompé. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, il disait que c'est l'énergie plus propre. C'est notre avenir. Non, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais nous étions ignorants. Le lendemain matin, l'EICO a rendez-vous chez les pionniers de l'antinucléaire au Japon, une ONG qui milite depuis la création des premières centrales en 1970. 10 jours plus tôt, ce sont eux qui ont mesuré les premiers pics de radioactivité à Tokyo et obtenu que l'eau du robinet soit interdite dans les biberons. Bonjour. Je viens de France et je vous ai contacté par email pour voir avec vous comment je peux vous aider à prendre des mesures. Oh, attention, n'entrez pas avec vos chaussures. La tradition locale de se déchausser a un autre avantage, ne pas apporter dans les maisons les particules disséminées sur le sol. Depuis le 11 mars, Ban Hideyuki n'a jamais recruté autant de nouveaux militants. L'association n'a aucun relais sur Sendai où habite la famille de l'EICO, c'est pour ça qu'elle les intéresse avec son matériel de mesure. Voilà mon compteur. Mais le problème, c'est qu'il ne donne pas les chiffres que je vois dans le journal en microsievert. Vous connaissez? Non, c'est la première fois que je le vois. Non, avec ça, on ne mesure pas le taux d'irradiation, l'impact sur la santé.
Et celui-là? Ah oui, ça c'est mieux. Lui a un modèle plus perfectionné, avec lequel il prend des mesures quotidiennes depuis les explosions. C'est l'occasion de montrer à Leiko comment opérer avec ce matériel. Ces mesures, il les réalise dans plusieurs endroits de la ville et notamment dans un petit parc, juste à côté. Il mesure toujours au même endroit. C'est où? Oui, c'est sur ce lapin. Ah oui. Sur ce lapin, où des enfants viennent jouer chaque jour. Ça monte. Le principe, c'est que les particules radioactives libérées par Fukushima ont été emportées au hasard des vents et des pluies. Ici, le taux de radioactivité dans l'air est 2 fois supérieur à la normale. Mais au sol, c'est 6 fois plus que d'habitude, c'est-à-dire avant l'explosion de centrale. 6 fois plus que la normale, peu dangereux pour un adulte, mais une exposition prolongée peut être nocive pour un enfant. Leiko pense à Sendai et à ses petits-neveux. Ici, c'est 270 km de Fukushima, mais l'air de Tokyo stabilise, mais cette région de Fukushima, c'est encore peut être très pollué. Très pollué, très dangereux. Il est temps de partir. Sendai est à 100 km au nord de la centrale. Pour nous y rendre, nous devons faire un grand détour. Il n'y a plus d'aéroport à Sendai, nous passons par Akita, au nord-ouest, avant de prendre la route vers le sud-est. En chemin, nous passons par les reliefs du nord japonais, un paysage magnifique et non contaminé. Le nuage n'a pas franchi les montagnes. Nous arrivons à Sendai par la côte dévastée. Alors que notre compteur indique que les radiations ont déjà triplé, la radio apporte une bien mauvaise nouvelle. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce avoir découvert des taux de radiation 2 fois supérieurs aux critères d'évacuation, et ce à 40 km de la centrale. 40 km, alors que les autorités n'ont évacué que 20 km autour de la centrale, la contamination s'étend de plus en plus loin. Radiation, tsunami, les 2 catastrophes se télescopent. Dans la voiture, le silence se fait. De ces côtes, où elle a passé son enfance, il ne reste rien. C'est la maison de ma meilleure copine. Sa meilleure amie vit aujourd'hui à Tokyo, mais sa famille, elle, essaye de retrouver des affaires personnelles. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous survécu. Au moment du séisme, en fait, il n'y avait personne. La maison était ici. Donc on a tout perdu et on est tous le camp de réfugiés. Penser avec le sourire, c'est une façon de cacher ou Non, c'est la manière en fait très typique japonaise. C'est pour atténuer la douleur, atténuer la tristesse. Faire sourire. Oui. C'est étonnant. Est-ce que, déjà c'est terrible tout ça, est-ce qu'ils pensent aux éventuelles conséquences de Fukushima ici? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme aujourd'hui aussi un peu de pluie prévu, vaut mieux ne pas sortir, mais comme il y a tellement de choses à faire, on est obligé de faire, et aussi on ne peut pas rester sans rien faire au camp de réfugiés. La pluie, finalement, s'est mise à tomber. C'est elle qui plaque au sol les particules radioactives. Heureusement, l'averse est de courte durée. Juste le temps d'arriver chez les parents de Leiko. Ça, c'est tout, c'est mon cousin, c'est mon tante. Un quartier épargné par la vague meurtrière.
Donc cette famille, c'est ici. Mes parents. Chez mes parents. Une petite maison traditionnelle où Leiko arrive les bras chargés de nourriture, venue de France. Sa sœur et son père nous accueillent. Elle ne les avait pas vus depuis Noël. Pas d'effusion. Des retrouvailles à la japonaise, tout en retenue. Leiko file rejoindre sa mère, traumatisée. Elle est alitée depuis 15 jours. Les vols étaient tous complets. J'ai fait au plus vite. Tu veux continuer à dormir? Non, non, je vais me lever. Je suis avec une équipe de la télé française. Sa mère s'appelle Yoshiko. Elle a 81 ans. Habituellement, elle vit ici seule, avec son mari. Mais depuis le tsunami, ils sont 8 dans la petite maison. Elle accueille son autre fille, son gendre, leurs 3 enfants et petits-enfants, car tous ont eu leur maison du bord de mer détruite. Heureusement, on est vivant. Oui, c'est vrai, vous êtes sains et saufs. Tu sais que ton beau-frère est resté sur le toit pendant 2 jours? 2 jours? Oui. Il a attendu que l'eau baisse pour pouvoir revenir. Nous découvrons une famille abasourdie par l'ampleur des catastrophes qui s'accumulent depuis 15 jours. Ton papa, il en pense quoi du nucléaire? Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait y avoir un accident grave. Je leur faisais confiance. Ce qui est difficile en fait, c'est qu'on n'y pense pas. C'est un danger invisible, donc on ne le sent pas. Quoi qu'il arrive, je ne déménagerai pas. Ce sont les jeunes qui doivent partir. Ouais. Et toi, justement, si jamais tu apprends que c'est dangereux ici pour la radioactivité, est-ce que tu voudras qu'ils partent? Si mes parents restent ici, moi je reste avec eux. Mais je ne voudrais pas que mon fils reste. Donc je réagirai comme elle, comme ma mère. Arigatou gozaimasu. Pour rassurer sa mère, Leiko mesure la radioactivité. 0,19, elle est redescendue. Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Pour la première fois depuis une semaine, les vents sont bien orientés. Les particules de Fukushima ne vont plus vers Sendai, mais vers l'océan. Mais il y a une autre angoisse, la contamination alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est du curry. C'est ces légumes qu'elle est allée acheter? Non, ce sont des légumes qu'on a achetés bien avant le séisme. C'est donc sans danger. Et à long terme, vous avez peur pour la nourriture? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous feriez quoi en France à notre place? Pour l'instant, les autorités ont seulement interdit à la vente les aliments produits 40 km autour de la centrale. Mais qu'en est-il plus loin? Masao, le cousin de Leiko, cultive justement un potager à 80 km de Fukushima et fournit régulièrement la famille en légumes bio. Par précaution, France 2 refuse que nous approchions autant de la centrale. Leiko, elle, est déterminée. Le lendemain, au petit matin, nous lui avons donc confié une caméra, des combinaisons, les gants et s'appelle quoi? Charlotte. Son cousin Masao, lui, n'en veut pas. Marine. Il pense que non, il n'y a pas de risque. C'est parti pour une campagne de mesure et de collecte sur le chemin de Fukushima. Dans ce secteur, les jardins potagers sont nombreux et importants dans l'alimentation des habitants. Son cousin, lui, cultive des champignons noirs. Bon, on est arrivé. Dans ce petit sous-bois. Je mettais les protections pour les chaussures. Donc ici, c'est la petite forêt de pin. Ça, c'est les champignons noirs à shiitake. 0,28 sur les champignons, ce n'est pas énorme, mais il les collecte tout de même, afin qu'on puisse les analyser. Dans le champ d'à côté, la radioactivité augmente encore d'un cran. 0,4. Donc c'est plus faux que la Terre. C'est donc ici qu'il décide de collecter ce chou chinois et 2 autres légumes. Konnichiwa. L'enquête de Leiko intéresse la propriétaire du champ. Elle s'inquiète
radioactivité. Et puis elle se demande qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je continue à cultiver les légumes ou pas? Mais comme on manque d'informations, je me suis dit bon, je vais essayer de continuer la culture biologique. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. 4 heures plus tard, nos glaneurs de champignons atomiques sont de retour. Ils ne le savent pas encore, mais leur cueillette va s'avérer riche d'enseignements. J'aimerais bien savoir, en fait, radioactivité reste sur mon surface de feuilles ou bien est-ce que ça pénètre à l'intérieur? Et puis on va savoir aussi sans doute ce qu'il y a comme élément radioactif. Oui. J'aimerais bien que vous me fassiez parvenir les résultats quand vous les aurez. Oui. On vous attend. Ces échantillons, soigneusement répertoriés et emballés, nous les avons donc fait analyser en France par 2 laboratoires indépendants et agréés, ceux de l'ACRO et de la CRIRAD. Leurs résultats vont dans le même sens, tous les échantillons sont contaminés au césium 137, 134 et à l'iode 131, des radionucléides artificiels provenant de Fukushima. Les doses de césium sont supérieures à la limite de 500 becquerels par kilo fixée par les autorités japonaises. Les légumes ne doivent donc pas être consommés. Manger un simple kilo de ces végétaux qui ont poussé à 80 km de la centrale et l'impact sur la santé n'est plus négligeable. Les Japonais sont-ils informés de ces risques? Avant de quitter Leiko, nous avons fait un dernier tour avec elles au marché de Sendai. Derrière leurs étals, les commerçants se veulent rassurants. Vos légumes, ils viennent d'où? Des environs de Sendai. Et la contamination, ça va? Oui, c'est bon, ils ont été testés. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous croyez que ce contrôle est fiable à 100%? Bah, faut y croire. Mais il y a un problème. On sait que certains agriculteurs de la région de Fukushima font passer en douce leur production en indiquant une autre provenance. Nous laissons Leiko continuer son enquête et veiller sur sa famille. En ces premiers jours d'avril, les Japonais célèbrent Hanami, la floraison des cerisiers, le premier printemps de l'ère post-Fukushima. Pendant des décennies, ils le savent, la nature qu'ils vénèrent va garder les stigmates de cette nouvelle catastrophe nucléaire. Voilà, retour à la centrale de Nogent, devant ces superbes tours aéro-réfrigérantes, c'est comme ça qu'on dit, avec vous, Pierre Barbet. Vous êtes conseiller scientifique à l'ACRO. L'ACRO, c'est une association pour le contrôle de la radioactivité de l'Ouest. Autrement dit, c'est une association indépendante, un peu comme la CRIRAD. On vous a envoyé les résultats, les prélèvements qu'on avait fait au Japon, de la façon qu'on l'a fait à la CRIRAD. On avait d'ailleurs invité la CRIRAD à venir, mais bon, le président de la CRIRAD n'a pas voulu mettre les pieds en territoire nucléaire d'EDF. J'ai voulu conclure avec vous l'émission parce que je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que cette contamination et les risques nucléaires, parce qu'il y a énormément de peur autour de ça, justifiée, quelquefois un peu irraisonnée. Donc déjà, qu'est-ce que c'est irradié, contaminé? C'est pas la même chose. Voilà, alors irradié, si vous voulez, vous avez une source qui est externe et elle vous irradie. Vous avez de la radioactivité, par exemple sur le sol, s'il y avait des dépôts sur le sol, ça vous irradie. Ce sont des particules qui tombent sur le sol. Ce sont des particules Prenons la situation de Fukushima, très précisément. Lorsque les rejets radioactifs dans l'atmosphère sont partis, il y a des composants comme l'iode, comme le césium, qui émettent des rayonnements qui sont très pénétrants. Et lorsque le panache passe, les gens qui sont présents dans ce panache reçoivent des radiations externes. D'accord. Il y a des dépôts sur le sol qui vont se faire, c'est-à-dire des particules vont tomber, et ensuite ça reste sur le sol, et à ce moment-là, on a une exposition externe à partir des dépôts. Par contre, si vous avez inhalé des particules radioactives... Là, c'est la contamination. On ingère des particules. Voilà, par inhalation ou par ingestion. Par exemple, les aliments que vous nous avez confiés, si on les ingère, on se contamine. Et ces particules, ils passent dans le sang et ils vont aller se loger dans des organes bien particuliers souvent,
Comme la tous les thyroïde, on dit organes. toujours. L'iode, par exemple, va aller se fixer sur la thyroïde. Pourquoi? Parce que la fonction de la thyroïde, c'est de produire des hormones qui ont besoin de l'iode. Mais cette fois, l'iode qu'elle va prendre, cette hormone thyroïdienne, elle va capter des atomes radioactifs cette fois-ci. Donc cette contamination-là se fixe sur des organes en particulier, ne les lâche plus, et là aussi il peut provoquer des dégénérations tissulaires et des cancers. Ils vont provoquer des lésions, dans la cellule, et certaines pourront être potentiellement cancérogènes. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette fameuse zone de Fukushima? Parce qu'on a l'exemple de Tchernobyl, on sait que 20 km ou 30 km autour, c'est toujours le désert. 25 ans après, on fête les 25 ans si je puis dire, c'est toujours le désert. À Fukushima, il faut s'attendre à un même périmètre comme ça qui va être désertifié. Fukushima, on est arrivé à une catastrophe nucléaire de niveau 7. Niveau 7, ça veut dire des événements, des effets considérables pour l'environnement et pour la santé. Voilà ce que dit l'échelle INES. On est dans le même schéma. Tout en disant que ce n'est pas aussi puissant, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est le même niveau, je n'ai pas bien compris, mais... Je pense qu'il faut vraiment attendre parce que pour l'instant, la situation n'est absolument pas maîtrisée à Fukushima. On a eu des rejets importants dans l'atmosphère, ça continue. Maintenant, on a des rejets dans le milieu aquatique. C'est quelque chose qui est encore en devenir. Bon, et ça veut dire quoi? Vous dites pendant combien de temps est-ce que s'approcher de Fukushima va être interdit ou habiter près de Fukushima va être interdit? Et dans quel périmètre? Avec déjà les niveaux de contamination qu'il y a, on a une zone qui va être condamnée, un peu comme à Tchernobyl, qui va être condamnée sans doute pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en œuvre, mais ça va être très compliqué, des méthodes de décontamination. Et décontaminer un territoire, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire. La preuve, Tchernobyl, 25 ans après, l'état de contamination, mis à part la décroissance radioactive, est toujours le même. Alors, cette contamination ou cette irradiation qu'on subit, il n'y a pas moyen de s'en exonérer, il n'y a pas moyen d'en guérir ou en tout cas de faire partir ces particules ou de nettoyer cette irradiation. Si les particules, vous les avez sur vous, évidemment, avec des douches, avec les vêtements, on se douche, voilà, et un peu c'est ce que font les travailleurs du nucléaire, c'est ce que font les personnels exposés actuellement à Fukushima. Maintenant, lorsqu'elle est interne, elle est présente, et elle ne part qu'en fonction de ce qu'on appelle une période biologique, qui est très variable suivant le radioélément et suivant l'endroit où il est localisé. De l'iode dans la thyroïde, ça part avec une période biologique de 80 jours, quel que soit l'isotope. Donc ça veut dire que... Au bout de 80 jours, il n'y a plus de traces. Au bout de 80 jours, si, il en reste la moitié. Une période, ça veut dire qu'au bout de ce temps, qui est une période, il y en a la moitié qui a disparu. C'est moitié moins radioactif. Voilà, par des processus physiologiques. Si vous avez de l'iode 129, la période physique est de 16 millions d'années, ça sera beaucoup plus long. C'est raisonnable de jouer avec le nucléaire? Je pense qu'on a un certain nombre d'accidents. On parle beaucoup de Tchernobyl et on parle aujourd'hui de Fukushima. Il y a eu l'accident de Windscale, il y a eu l'accident de Semai Island, il y a eu la pollution massive en Russie avec la rivière Tetcha qui a eu lieu. Je pense qu'on a un certain nombre d'accidents qui rappellent que c'est une industrie qui est particulièrement dangereuse. Alors on peut raisonner sur le risque, on peut dire que le risque est faible, mais lorsque ce risque exprime, eh bien, on a affaire à une catastrophe si on ne la maîtrise pas. Et je crois que les scénarios Ce qui veut dire quoi? Que le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle, qu'il faut savoir se dire que cette énergie a certes servi à un moment, mais qu'il faut savoir s'en détourner aujourd'hui, ça veut dire quoi? Là, je pense que c'est une réflexion sociétale qu'il faut avoir. Est-ce qu'on accepte que même si, comme on l'indique à travers des calculs savants, le niveau de risque est faible, si à un moment de danger ce risque s'exprime, c'est un danger potentiel considérable que l'on a dans l'environnement et qui pèse sur la santé. Là, c'est vraiment une question sociétale. Est-ce qu'on prend ou pas ce risque? Si on me disait aujourd'hui, de l'électricité, je ne suis pas capable d'en faire autrement. Alors là, il y aurait peut-être une certaine acceptation de ce type de risque. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a des moyens de le faire autrement, et avec des moyens qui sont considérablement moins dangereux, il y a une réflexion que la société doit avoir et elle doit faire ses choix. Mais là, ce sont des choix politiques. Il y aura donc un avant et un après Fukushima. Je pense qu'il y aura. On va réfléchir peut-être différemment aujourd'hui sur le nucléaire qu'on ne l'a fait avant. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait des débats et il faut que tous les citoyens s'impliquent dans ces débats. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Merci en tout cas Pierre Barbet d'être venu ici pour nous parler de ce risque nucléaire et de la façon qu'il fallait l'apprécier. On arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura aidé à y
voir clair justement sur ce risque. Je voudrais vous signaler par exemple, pour nourrir votre réflexion, ce livre de Claude Allègre, je lui avais promis d'en parler, je vous le signale, ça s'appelle Faut-il avoir peur du nucléaire, avec un point d'interrogation, mais il y a aussi beaucoup d'autres ouvrages qui en ce moment sortent pour nourrir ce débat-là. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer l'émission, la centrale de Nogent-sur-Seine qui nous a largement accueillis, le port autonome de Paris qui nous a permis de tourner sur ses quais. Merci à Gilles Delbos et à Philippe Visserias à la rédaction en chef, à Fanny Rose-Conquier à la préparation des plateaux, à Philippe Lallemand et à toute l'équipe qui ont permis la réalisation de ces plateaux. Et la journée a été particulièrement longue aujourd'hui. Vous signalez que vous disposez toujours d'Internet pour nous faire part de vos remarques et de vos suggestions, que dans une semaine vous retrouverez Yves Calvi et mots croisés, et que nous on se retrouvera dans 3 semaines alors qu'on sera à l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand, 10 mai 81, l'anniversaire de l'élection de Nicolas Sarkozy, mais on va parler politique, on va parler d'une certaine droite extrême en France aujourd'hui. Voilà, ça c'est dans 3 semaines, mais pour l'instant je vous laisse avec le journal sur France 2.